C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir pour échanger sur les droits des femmes dans un esprit de solidarité avec les femmes du monde entier. Hier, nous étions le deuxième sexe dont il fallait contrôler la vie, la pensée, le corps. Nous devions obéissance à nos maris, incapables de gérer notre budget, de voter. Il a fallu le courage et l'audace de nombreuses femmes pour obtenir des droits dans les différents domaines de la vie sociale, économique et politique. La dernière avancée, le 4 mars 2024, est l'inscription dans notre Constitution du droit de recourir à l'IVG. Ce droit est enfin reconnu pour ce qu'il est, un droit fondamental. Pour 8 pays dans le monde à l'avoir fait, ce droit est le résultat de dizaines d'années de bataille de l'opinion, close par une bataille législative. Mais sommes-nous parvenus pour autant à une égalité et un respect mutuel entre les hommes et les femmes? Vous connaissez naturellement la réponse. De nombreux combats nous attendent encore. Cet échange va nous permettre d'en faire un point. En France, où d'une part, la situation des femmes sur le marché du travail est plus fragile que celle des hommes. Elles occupent plus souvent des emplois à bas salaire et quand elles parviennent à accéder aux professions supérieures, les femmes continuent à se heurter à un plafond de verre qui leur interdit les fonctions dirigeantes. Ou encore quand tous les 3 jours, une femme meurt tuée par son conjoint, compagnon ou ex-conjoint. Nous sommes déjà à plus de 30 décès depuis le 1er janvier 2024. Cependant, partout dans le monde, de nombreuses filles et femmes sont toujours victimes de discrimination sur la base du sexe et du genre. Ce qui se passe en Iran en est un des nombreux exemples. Le vote des députés européens demandant que les gardiens de la révolution iranienne soient classés terroristes est la marque démocratique de l'une institution que certains voudraient démolir. Je finirai par les mots de Simone de Beauvoir. Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Alors soyons non seulement vigilants, mesdames et messieurs, mais gagnons aussi la bataille de l'opinion pour gagner la bataille des élections ici et ailleurs. Pour commencer, nous allons projeter un documentaire sur le mouvement des femmes en Iran depuis septembre 2022. Et à la suite de ça, nous aurons 4 intervenants pour parler des droits des femmes ici et ailleurs. Et à la fin, il y aura un échange avec la salle. Merci. Oui, on va commencer les films. Sachez. Voilà. Peut-être au niveau de la lumière, c'est bon? Okay. Donc, on présentera. Nos invités sont en route, donc ils vont arriver. Donc, on va regarder les films en les attendant. Jina Mahsa Amini, a 22-year-old woman from Saqqaz in the province of Kurdistan, was arrested by Iran's morality police on 13th September last year, while she was on a family visit to the capital Tehran. I documented eyewitness testimonies and other evidence, including comments from reliable medical sources, establishing that she was violently beaten up while being forcibly transferred to the Zora detention center in Tehran. Reports including the images of Jina Mahsa Amini in the intensive care unit, suggest that she was assaulted on the head. Within hours of her arrest, she fell into coma and was transferred to Kasra Hospital,
and was officially declared dead on 16th of September 2022. The movement of women life freedom is probably the biggest human rights movement of our time, where all people who have been treated as second-class citizens have come out and they are demanding their rights. We have to stand by them because their victory is also our victory. J'ai une petite pensée pour tous les prisonniers politiques qui sont nombreux en Iran et les jeunes. Que faites face au chantage du régime en faisant vous-même un chantage, mettez le corps des gardiens de la Révolution, des Moldats, dans la liste des terroristes, des organisations terroristes. Et je souhaite avoir un pays libre, laïque, et que tout le monde puisse vivre en paix. Soyez la voix des peuples iraniens, les prisonniers politiques, les avocats, prisonniers, notamment Nasrin Sotoudeh. Merci beaucoup. امیدوارم یک روز خیلی زود زنان سرزمینم عاشق شن. وقتی دیگه عاشق نیستن طلاق بگیرن. اگه آمادگی ندارن مادرشن، بچه دار نشن، بچهشون رو سفت کنن. امیدوارم یک روز زنان سرزمینم آواز بخونن، برقصن، موزیک بسازن، قاضی شن. امیدوارم زنان سرزمینم یک روز آزادانه سفر کنن. امیدوارم زنان سرزمینم یک روز آزادانه زندگی کنن. اذان روحانی وکیل دادگستری، برای صدای شما راهی وجود دارد. Ils ont ramené à moi et ma mère pour faire de étudier. Moi, j'ai vu qu'il y a 5 personnes devant nous, que 3 personnes qui ont exécuté. Ils ont pu plaider le fait que sa petite sœur qui avait 12 ans et même n'avait rien fait, n'était pas en cause dans les faits et qu'il n'avait pas de responsabilité. Le premier juge n'avait aucune écoute et aucune considération particulière pour les 3 personnes condamnées de la même manière, la maman et les 2 sœurs, les 2 petites filles. J'ai rencontré beaucoup de femmes en Iran en prison, et beaucoup ont été exécutées. Vous avez notre réunion ce soir, dans notre partie. C'est ça la communication. On ne sait pas par quel chemin, on ne sait pas par quel miracle, mais les idées qui ont été proclamées ce soir, elles vont se fixer dans les lieux des prisons en Iran. Et ceux qui souffrent, ceux qui sont actuellement en train de torturer, ceux-là sauront à un moment qu'il y a à Paris des gens qui se sont réunis.
En Iran aujourd'hui, on arrête des hommes, des femmes, des enfants, on les torture, on les viole en prison, puis on les condamne, sans avocat, seuls, et on les exécute. C'est la réalité, celle que nous devons porter au nom de ceux qui aujourd'hui sont sans voix. Toumaj est un rappeur iranien qui a été incarcéré pour des chansons, des raps dans lesquels il s'exprime et il dit ce qu'il pense du régime iranien. Pour ses chansons, pour ses raps, pour ses tweets, il est aujourd'hui incarcéré depuis 6 mois et il encourt la peine de mort. Pour Reyhaneh Jabari et pour la libération de toutes les femmes iraniennes. J'ai une pensée toute particulière pour Kian Pirfalak et la famille Pirfalak. Kian a été victime d'une balle perdue au mois de novembre 2022. Une autre victime innocente de ce régime devenu fou. Alors j'ai envie de dire à tous les Iraniens qui se battent pour leur liberté, tenez bon, on pense à vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Kian Pirfalak. به نام خدای رنگین‌کمان، au nom de Dieu de l'arc-en-ciel. Kian a été une victime collatérale de cette répression. Kian était mineur, il n'avait que 7 ans. Il a reçu une balle. Il a été victime d'une balle perdue. Kian voulait devenir ingénieur et ce rêve ne s'accomplira jamais. Ses parents ne le verront jamais. J'ai une petite pensée à son père et à sa famille, mais notamment à son père qui, en se réveillant de son lit d'hôpital du coma, il s'est rendu compte que son fils n'était plus de ce monde. Et ça, c'est une image qui ne restera jamais en tête. Et donc, cette histoire m'attriste et je voulais la partager avec vous pour que tout le monde entende la voix de Kian quand il prononce ces mots au nom de Dieu de l'arc-en-ciel. Le peuple iranien, il y a besoin de soutien international. Nous demandons à tout le monde, je suis iranien, nous demandons à tout le monde, les Français en particulier, de soutenir le peuple iranien dans ce lutte pour la démocratie. Juste un mot de soutien à tous ces hommes et ces femmes qui en Iran luttent pour leur liberté, qu'ils soient avocats, médecins, gens de tous horizons et de toutes professions, et qui s'opposent à un pouvoir qui n'hésite pas à les condamner à mort, à les emprisonner, à les torturer, juste pour avoir fait le choix de demander un peu plus de liberté et le respect des droits de chacun. Nous vous soutenons aussi au nom du barreau de Paris et au nom de l'Observatoire international des avocats en danger. Je voudrais saluer avec beaucoup d'humilité le combat des femmes et des hommes iraniens qui se battent pour leur liberté et leur assurer qu'en ma qualité d'avocat au barreau de Paris, je leur apporte sincèrement mon soutien. Je m'appelle Jacques Millier, je suis avocat et je voulais dire à l'occasion de cette soirée qu'il faudrait jouer partout cette pièce de théâtre qui date d'il y a 3500 ans, cette pièce d'Aristophanes, et Lysistrata, cette femme qui s'est levée contre le despotisme et la violence des hommes, qui doit être une pièce jouée partout, et notamment en Iran. J'espère que les mots, les arguments que j'utilise pour mes clients, pour les libertés publiques, seront portés par le vent jusqu'en Iran et dans les autres contrées du monde pour aider mes confrères à défendre les libertés publiques et également les magistrats à les entendre. La révolution continue, bientôt la liberté pour le peuple. Vous êtes tellement courageux, nous pensons à vous, nous ne vous oublions pas. Allez, courage, tenez-vous. Une loi injuste n'est pas une loi, la loi islamique n'est certainement pas une. Je pense qu'il est essentiel de marquer ce solidarité avec le peuple iranien. Et l'image de ces jeunes gens exécutés au petit matin pour avoir simplement manifesté me hante chaque jour. Tant qu'il y aura cela, il faudra des avocats. Et j'aimerais offrir tout mon appui aux Iraniens, aux femmes, aux enfants, aux hommes, aux journalistes, aux médecins, aux avocats. Je pense à vous, Ispahan, Shiraz, Persépolis. Je ne peux pas oublier l'ascension du Davaban, cette baignade incroyable tout habillée dans la mer Caspienne, et cette bienveillance ambiante lorsque je croisais les Iraniens à mon pays. Vous êtes dans mon cœur, je ne vous oublie pas et nous ferons tout pour vous aider et venir à votre secours. Face le ciel et face le droit avec un grand D, il puisse rejoindre cet espace démocratique. Saint-Just disait, le bonheur est une idée neuve en Europe.
fasse le ciel que le bonheur soit une idée neuve dans le monde entier. Je me souviens que le crime contre l'humanité commence par les femmes et les enfants. Je me souviens de la Shoah, du génocide arménien. Je me souviens du dernier génocide du XXe siècle, celui des Tutsis au Rwanda, avec les viols, les enfants, les femmes. Je me souviens qu'en Iran, en 2023, nous en sommes au même point, avec les femmes et les enfants. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. L'abolition doit être pure, simple et définitive. La liberté n'offre qu'une chance d'être meilleure, la servitude n'est que la certitude de devenir pire. Je pense que nous devons faire jusqu'à notre mort tout ce que nous pouvons pour aider notre barreau de Paris, Reporters sans frontières, Ensemble contre la peine de mort et toutes les associations iraniennes pour soutenir nos consoeurs emprisonnés en Iran et soutenir nos consoeurs ici rapatriés dans toutes leurs difficultés. Les femmes d'Iran vivent sous toutes les nuances de la colère. Elles dansent, elles chantent, sourient, se découvrent les cheveux, brûlent leur voile, pardonnent aux lâches, mais n'oublient rien des coups que leurs bourreaux leur portent. Les femmes d'Iran vivent sous toutes les nuances de la colère. Elles vivent exilées, loin des cages dorées d'une société éduquée mais bâillonnée. Elles portent la parole des plus opprimés. Elles plaident la cause des minorités. Elles enseignent dans les plus grandes universités du monde. Elles plaident ici, tous les jours, à nos côtés. Elles insufflent le courage, la hauteur, l'humanité. Les femmes d'Iran vivent sous toutes les nuances de la colère. Positionnées sur les montagnes du Kurdistan, elles se tiennent, prennent à combattre. Campent au point du feu de la révolte, s'entraînent au corps à corps, aux côtés de leurs frères d'armes. Elles portent haut la mémoire de leurs sœurs restées en Iran. Les femmes d'Iran vivent sous toutes les nuances de la colère. Et que Dieu, ou plus précisément la déesse Anaïd, vous en préserve. Mohamed Mehdi Karami, il danse partout dans le monde avec toute sa famille et nous ne lâchons pas de le regarder danser. Ce jeune Kurde de 22 ans à peine, ce champion de karaté aux anneaux olympiques tatoué sur son bras, danse pour nous. Et Mohamed Mehdi Karami demande à tous les pères de la terre, d'épargner toutes les mères de la terre. Papa, je suis condamné à mort, ne dis rien à maman, papa. Je suis condamné à mort, ne dis rien à maman. Majid Reza Ranava vit. Il a 23 ans pour l'éternité. Et ce n'est pas l'image de son corps supplicié pendu à une grue qui nous obsède, non. C'est ce visage aux yeux bandés qui nous ordonne de rire avant son exécution. Ce sont ces injonctions prononcées distinctement avec un courage et un aplomb qui nous arrachent le cœur et le ventre. Je ne veux pas qu'on vienne pleurer sur ma tombe, je ne veux pas qu'on lise le Coran, je ne veux pas qu'on prie à ma mort, je veux qu'on écoute de la joie, de la gaieté et qu'on diffuse de la musique joyeuse. Elles seront aussi vos injonctions magnifiques. Elles résonnent pour l'éternité, magique, vie. Rayane vie. Sa dernière lettre à sa mère, lui dans le monde entier, est restée dans le monde des vivants, elle s'y ancre. Je ne veux pas courir sous terre, je ne veux pas que mes yeux ou mon jeune cœur deviennent poussière. Tu dois les supplier pour que, dès que je serai pendu, mon cœur, mes reins, mes yeux, mes os et tout ce qui peut être transplanté soit retiré de mon corps et donné à quelqu'un qui en a besoin. Je te le dis. Depuis le plus profond de mon cœur, je ne veux pas d'une tombe où tu viendrais pleurer, souffrir. Maman, je ne veux pas que tu portes du noir pour moi. Fais de ton mieux pour oublier mes jours difficiles. Donne-moi au vent, afin qu'il m'emporte. Je voulais t'embrasser jusqu'à ma mort. Je t'aime. Rayane vie. L'Iran, ce pays millénaire de haute culture, est désormais devenu le cimetière à échelle inhumaine des défenseurs des droits humains et des manifestants pacifiques. Aujourd'hui, sans défense, au sens premier comme au sens figuré. Des innocents sans avocats, des avocats en prison, les deux faces de la même pièce, une pièce tragique, une farce triste. Continuons sous la voix de Mariam Arvin, la jeune avocate assassinée, et faisons porter la rumeur de la révolte par-delà les collines de l'insouciance coupable. Soyons leur voix.
Soyons leurs avocats. Pour danser dans la rue, pour avoir peur lors de s'embrasser. Pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs. Pour ma sœur, pour ta sœur, pour nos sœurs. Pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs, et mon Dieu sans peur. Pour la honte éprouvée, pour la pauvreté. Pour le regret d'une vie ordinaire. Pour l'enfant poubelle et ses rêves. Cette économie par décret. Cet air pollué. Pour Valiassol et ses arbres pâles. Pour Pyrouse et sa possible extinction. Pour les chiens innocents interdits. Pour les chiens innocents interdits. Pour les sanglots sans vie. Pour les sanglots sans vie. Pour l'image répétée sur nous. Pour un visage souriant. Pour un visage souriant. Pour les élèves. Pour l'avenir. Pour ce paradis imposé. Pour cette élite enchaînée. Pour les enfants iraniens. Pour tous ces arguments différents. Pour la ruine de fausses maisons. Pour se sentir en paix. Pour se sentir en paix. Pour le soleil après de longues nuits. Pour les sédatifs et les hypnotiques. Pour l'homme, la patrie et le développement. Pour cette fille qui souhaite être garçon. Pour femme, vie, liberté. Pour la liberté. Pour la liberté. Pour la liberté, pour la liberté. Femme, vie, liberté. Ces trois mots doivent sans cesse résonner en nous, pour porter le fardeau des femmes en Iran et leur venir en aide. Pour l'Iran, pour l'avenir, que l'on puisse aller à l'école sans rester loin. Résister, c'est dans l'obscurantisme de la nuit, il faut croire à la lumière. Liberté, liberté chérie. Démocratie, démocratie chérie. Paix, paix, paix. Il n'y a jamais eu que la puissance invaincue des femmes qui a fait vaciller les plus grands. Femme, vie, liberté, humain, vie, liberté. Pour un rêve de voir une démocratie un jour dans mon pays. Asadi, liberté. Je suis lycéenne et je n'ai qu'une seule chose à dire. Zan Zendegi Ozodi. Jeunesse de l'Iran, merci. Zan Zendegi Ozodi. Zan Zendegi Azadi. Zan Zede Bad Azadi. Femme. Vie, liberté. Zan Zendegi Azadi. Pour les femmes, la vie et la liberté. Zan Zendegi Ozodi. Pour la libération de l'Iran et pour la justice pour le peuple iranien. Zan Zendegi Azadi. John Jian Azadi. Je m'appelle Julie Couturier, je suis avocate et bâtonnière du barreau de Paris. Depuis ce sanglant mois de septembre qui a vu la mort tragique de Gina Mahsa Amini pour port inapproprié du voile et l'apparition d'une mèche de cheveux, le barreau de Paris s'est constitué en un soutien infatigable, un soutien absolu des combattantes et des combattants, car fidèle à sa tradition de solidarité, le barreau de Paris lutte et continuera de lutter pour tous ceux qui, partout dans le monde, se battent pour vivre dignement, librement et dans le respect des droits fondamentaux. Femmes, vie, liberté. Azadi for Iran, Zan Zendegi Azadi. Oui, on vient d'entendre le soutien. Les trois mots qu'il a prononcés à nos témoins, surtout la paix, la démocratie et la liberté, ce sont des mots qu'on le dit simplement, mais ce sont en même temps des choses qu'il faut toujours être vigilant. Ça veut dire que ce ne sont jamais acquis. Il faut toujours lutter pour le garder avec nous. En France, heureusement, on a une histoire, et surtout récemment qu'on vient de mettre dans la Constitution le droit à l'IVG. C'est quelque chose que, malgré que c'était un droit pour les femmes, mais il fallait quand même
le protéger encore pour la mettre dans la Constitution. Je laisse ma collègue te présenter les intervenants pour intervenir leur avis sur la femme et les droits. Bonsoir à tous. Déjà dire que c'est une belle initiative parce que la section de Conflans-Sainte-Honorine et la section de Julie Moutier se sont mis ensemble pour essayer de porter cette lutte qui est fondamentale. J'ai un léger accent, je suis désolée. Hein. Donc, on a l'honneur d'avoir et la chance d'avoir avec nous Rachid Temal, qui est notre sénateur, conseiller régional et premier fédéral du 95, et qu'on va inviter à nous rejoindre les autres intervenants. Il y a Diana Diop qui est en route. Il y a eu une difficulté dans la route, mais qu'elle arrive nous rejoindre aussi. Nous avons, pareil, le grand honneur d'avoir Aïda, tu me pardonneras si je prononce mal, Adizadeh, parfait, militante socialiste, adjointe à la mairie de Saint-Ouen-de-Maune et responsable du Parti socialiste du 95. Et on a l'honneur aussi de recevoir Irvide Degani Azar, est-ce que c'est à peu près ça? Avocat qui travaille pour la défense des droits de l'homme en Iran et qui, vous avez vu, était dans les films. Donc, pareil, on l'invite à prendre place. Dès que Diana arrivera, prendra place. Diana Diop, qui est conseillère régionale et la première fédérale du 78, Conflans du 78, Juillet c'est les 95, et elle est aussi candidate aux élections européennes que nous commençons bientôt, et que ça sera la grande bataille que nous devrons livrer pour justement continuer à préserver tous ces droits. Bon, alors on vous laisse les micros, vous allez pouvoir intervenir, et voilà. Bonsoir. C'est un avocat, ça parle sans micro. Ça parle debout et sans micro. On va faire assis avec micro. Alors, le film, on va faire le lien avec le film déjà qui je suis, Irvide Degani Azar. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Et j'ai eu le plaisir d'avoir été accueilli, d'avoir pu faire des études, de belles études, profiter de la vie de l'accueil et de la vie en France. Et aujourd'hui, j'essaye de rendre à la France ce qu'il m'a apporté, notamment en portant de différentes valeurs, puisque je porte beaucoup la valeur de la laïcité dans mes combats depuis un certain nombre d'années. J'ai eu la chance, l'honneur d'être nommé cette année récipiendaire du prix international de la laïcité il y a quelques mois à Paris. Et depuis ce long parcours, je ne fais pas du tout de droit de l'homme en matière économique ou en cabinet, mais je fais cette activité de droit de l'homme depuis un certain nombre d'années, et notamment pour les femmes, et plus particulièrement parce que je suis touché plus directement pour les femmes iraniennes. Ces films, c'est une initiative de plusieurs collectifs avec le barreau. Il faut savoir que le barreau parisien a une spécificité. Le barreau parisien est reconnu au niveau international avec une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale des avocats en danger, OIAD, vous en avez entendu parler, où nous avons la possibilité d'être partie civile dans le monde entier pour tous les avocats en danger. Donc, il y a des avocats comme Richard Sadio qui font le tour du monde des avocats, des procès des pays où les avocats sont en danger pour aller les défendre. Et on est parti de ce point de vue-là il y a un certain nombre d'années quand Nasrin Sotoudeh a été arrêté, condamné à 150 coups de fouet et à d'innombrables années de prison, puisqu'on était à 30 ans à l'époque. Et Nasrin Sotoudeh est une avocate qui se bat depuis très longtemps en Iran pour le droit des femmes et la liberté des femmes, et la laïcité aussi, mais avec un autre prisme que ce qu'on peut avoir nous comme notion de laïcité en France. Ça va être trop long, c'est une autre soirée, on fera numéro 2 que sur ce point. Et Nasrin Sotoudeh a été arrêtée, il y a eu beaucoup de grandes mobilisations des avocats. Pour ceux qui ont été, vous avez pu voir peut-être sur le fronton des mairies, sur beaucoup de bâtiments sa photo, notamment sur la mairie de Paris, y compris.
Et ce mouvement s'est poursuivi, puisqu'il y a eu une première révolution, qui s'est appelée la Révolution verte, des étudiants en Iran qui s'étaient fait confisquer les élections. Et elle a voulu défendre ces personnes, et c'est pour défendre ces personnes qu'elle a été arrêtée. Puis ce travail a continué, et quand Femme Vie Liberté a commencé, avec l'assassinat de Mahsa Amini, les avocats se sont mobilisés tout de suite. Il faut savoir que la première chose qui a été faite, c'est qu'ils ont interdit les barreaux, ou ils ont interdit les mouvements dans les barreaux. Et il y a eu une confusion, il y a quelque chose que vous regardez assez facilement dans les caricatures, tout le monde l'a vu cette caricature, vous avez une prison, vous avez quelqu'un qui est en prison, on voit les barreaux, et il dit je veux parler à mon avocat, et puis à la fenêtre d'à côté, quelqu'un dit t'inquiète pas, je suis juste là, dans la pièce d'à côté. C'est exactement ce qui se passe, c'est qu'en Iran, les avocats étaient emprisonnés, ils ont été empêchés, torturés, tout ce qu'on veut, toutes les exactions imaginables, simplement pour faire leur métier. Et fort en ça, la profession de l'avocat s'est mobilisée. Dans cette mobilisation, on a fait cette soirée qui s'appelle les 100 voix. Donc on a pris 100 avocats qui ont donné leur voix pour les confrères. Et là, on lance une initiative, vous verrez dans quelques semaines. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez comment la profession est organisée, il y a 164 barreaux. Et dans les 164 barreaux, il y a ce qu'on appelle la conférence des bâtonniers, où il y en a 163. Il y a le barreau de Paris, et au-dessus, il y a le Conseil national des barreaux. Là, il va y avoir une nouvelle initiative, les 163 barreaux vont chacun prendre le nom d'un avocat qui vont mettre en exergue et suivre. Il y a 163 barreaux pour 163 avocats qui sont embauchés. Et donc, on essaye de garder ce rythme pour la profession, mais ce n'est pas tout ce que nous faisons. Ça, c'est ce que vous voyez là. Et par ailleurs, il y a pas mal d'autres actions, mais je faisais le lien, s'il faut en parler plus tard, je reparlerai plus tard des actions pour vraiment organiser d'une manière générale sur les droits de l'homme et sur ce qu'on pourrait imaginer. Bonsoir à tous, merci beaucoup Hugo, et c'est une joie de t'avoir rencontré à cette occasion. On ne se connaissait pas, mais on a un parcours, on va dire, un peu... Nous sommes tous frères aussi, sœurs d'humanité. On s'est rendu compte... Ah oui, c'est Lydie là-bas, ça va? Arrivée très discrète. Et voilà, tu arrives au bon moment quand je parle. Non, je disais qu'on vient de faire connaissance et on s'est rendu compte qu'on avait quitté l'Iran la même année, mais moi j'étais donc plus jeune, j'ai pas de souvenir de ma vie en Iran, j'avais 15 mois, j'avais 10 ans. Mais nous avons tous les deux la vingtaine et la trentaine aujourd'hui. Bref, non, ce que je voulais dire, c'est que oui, et donc on a été accueillis en France, on bénéficie tous les deux, à mon avis, du statut de réfugié politique, qui est un statut qui nous a donné la chance, et aussi à l'époque, il faut dire que dans les années 80, le regard sur ce qu'on n'appelait pas encore les migrants, ce terme n'existait pas, et c'est une tragédie, une défaite culturelle que ce terme ait remplacé le terme de réfugiés, d'exilés ou même d'immigrés. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est aussi un combat que nous devons mener nous à gauche pour ne pas utiliser ce terme. Nous étions donc des réfugiés politiques, et je le dis toujours, si on m'avait appelé migrant quand j'étais arrivée à l'école, je ne suis pas sûre que j'aurais pu avoir la même trajectoire, la même bienveillance et le même accueil et le même regard, enfin voilà, d'amour, si je puis dire, que les Français ont posé sur notre famille, qui nous a aidés à grandir et nous insérer. Moi, je tiens aussi à dire que voilà, je suis là plutôt qu'en tant que témoin. Je n'ai pas de spécialité juridique. Je peux apporter mon regard de femme sur ce qui est en train de se passer en Iran, cette révolution féministe, qui n'est pas la première de l'histoire, mais qui est les premières de l'histoire contemporaine. Moi, quand elle a éclaté, suite à l'exécution et à l'assassinat de Mahsa Amini, ça m'a fait vraiment penser à la révolte des femmes en 1700. Alors, excusez, moi je ne suis pas toujours très précise sur la date de la Révolution, au moment de la Révolution française, quand les femmes ont marché sur Versailles et ont réclamé du pain et de la liberté, aussi la liberté. Parce que, en fait, ce mouvement-là qui a éclaté en Iran est emmené par les femmes et évidemment qui porte sur la fin d'un régime qu'il faut appeler un régime d'apartheid de genre. Pas d'autre nom, ça a été dit dans la vidéo, les femmes sont des citoyens, pas des citoyens, elles ont le droit de vote, c'est sûr, mais c'est des citoyens de seconde catégorie.
beaucoup de droits leur manquent. Ça a été dit dans la vidéo, elles n'ont pas le droit d'être juges, par exemple. Il n'y a pas de juge femme en Iran, on considère que les femmes n'ont pas cette capacité à délivrer des jugements. Le droit familial est épouvantable. Voilà, enfin, je passe que la liste c'est très long. Donc, mais quand cette révolte a éclaté, moi j'ai vu des résurgences de la Révolution française, et c'était pour ça que c'est un mouvement qui est aussi universel, qui doit nous rappeler à notre ancrage. Et je ne serai pas plus long, moi je tiens à dire que voilà, elles ne se battent pas juste pour faire tomber le régime d'apartheid, elles se battent aussi pour une démocratie pleine et entière, au sens où nous on l'entend nous, c'est-à-dire un état de droit, un état qui respecte la présomption d'innocence, la défense des plus faibles, mais aussi pour un véritable État-providence, un État qui puisse venir en secours des plus faibles. Il faut savoir que le régime iranien, tous les Iraniens le savent, c'est pas un régime religieux. On pense souvent que c'est une théocratie, mais pas du tout. C'est un régime qui utilise la religion pour qu'une petite caste de personnes, les oligarques du régime, puissent mettre. Ils ont fait la main basse sur toutes les richesses du pays. Et avec une hypocrisie totale, d'ailleurs ça a été dit et ça a été relayé au moment de la révolution qui a eu lieu, la révolution Femme et Liberté. Leurs enfants à eux vivent en Occident comme des Occidentaux, dans une débauche d'argent et de luxure, au sens où les mots l'appellent la luxure bien sûr. Et toute cette hypocrisie est connue par le peuple iranien et évidemment pas soutenue. Il faut savoir qu'il y a eu des élections législatives là, très récemment, avec un taux d'abstention record, mais quand même, 20 millions d'Iraniens se sont rendus aux urnes pour voter. Donc ce régime bénéficie d'une base étroite, une base faible. 20 millions, peut-être que certains ont dû aller voter parce qu'ils avaient peur des représailles aussi, parce que c'est un régime policier, c'est un régime mafieux, donc voilà, peut-être que certains, dans les 20 millions, sans doute une certaine partie allaient voter pour ne pas se faire cataloguer comme opposant, parce qu'il faut savoir qu'on l'avez vu, ça a été dit, c'est pour ça que vous menez votre combat aussi les avocats, on risque sa vie. Les femmes qui font tomber Kurban Devola dans le film risquent leur vie, les femmes qui enlèvent leur voile en Iran à l'heure actuelle, dans les rues de Téhéran et dans les rues d'autres villes, il y a des femmes qui ont décidé de ne plus porter le voile. Ça a l'air anodin, ça a l'air d'être, pour nous ça paraît la banalité absolue, elles risquent leur vie. Et elles ont décidé de vivre debout, libres, quitte à risquer leur vie et aller en prison. Moi j'étais estomaquée parce que je ne pense pas que j'aurais fait partie de ces femmes-là. J'ai 2 enfants, je me dis si j'avais été en Iran, je n'aurais pas eu ce courage-là de faire tomber le voile et je les admire encore plus. Elles donnent des leçons de courage à la terre entière en ce moment-là. Et les femmes qu'on met en prison parce qu'elles portent le voile, on les laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, elles sortent de prison, elles sont dévoilées et elles insultent le régime devant la porte de la prison. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas si on peut imaginer le courage que ça demande et à quel point c'est une génération qui ne veut plus vivre enchaîner la liberté ou la mort. Et c'est ce cri de révolution que tant d'autres peuples ont poussé avant, la liberté ou la mort, et c'est pour ça qu'on doit nous les soutenir ici en France, qu'on soit d'origine iranienne ou pas, mais parce que ça nous appelle, ça nous rappelle déjà notre histoire française, qui est devenue aussi mon histoire, l'histoire de tous les pays, de tous les peuples qui à un moment se sont levés et ont poussé ce même cri, la liberté ou la mort. Et je finirai sur un dernier mot, parce que ça rejoint la révolution féministe Femmes et Liberté. Et ça a été dit à un moment aussi dans le documentaire, dans le petit reportage. Il faut toujours, à tout moment, être attentif aux droits des femmes et aux droits des enfants. Partout où le droit des femmes n'est pas respecté, l'état de droit ne sera pas respecté. Et moi, je pense souvent que si Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, quand il a accepté, enfin, je ne sais pas si c'est sur son mémoire, mais quand il a accepté de recueillir, d'accueillir l'ayatollah Khomeini en exil politique à Neauphle-le-Vieux, Neauphle-le-Château, enfin, Neauphle-le-Château, merci. Moi, j'étais en vacances, en classe découverte à Neauphle-le-Vieux, ça m'a marqué. Enfin bref, Neauphle-le-Château. Et il est retourné en Iran au bord d'un avion Air France et il a descendu les marches de l'avion au bras du commandant de bord d'Air France. Je me dis toujours que si Valéry Giscard d'Estaing avait été un féministe viscéral, avait le féministe chevillé au corps et au cœur, il n'aurait pas accueilli l'imam Khomeini, qui n'a jamais caché
être un ayatollah, c'est-à-dire voilà, c'est crédentiel. Enfin, il n'a jamais avancé masqué, il n'a jamais été pour l'égalité femmes-hommes. Il a toujours pensé que les femmes devaient obéir à l'homme et étaient dans une situation de mineur pour protéger les femmes. Évidemment, on connaît tout ce discours patriarcal. Mais s'il avait eu ça viscéralement attaché au corps et l'universalisme aussi attaché au corps, s'il n'avait pas pensé que c'est peut-être comme ça chez eux, hein, peut-être que les Iraniens, au final, ne sont pas attachés aux droits des femmes autant que le serait la France. Eh bien, l'histoire n'aurait pas été la même et sans doute qu'on n'aurait pas été là devant vous pour vous parler aujourd'hui aussi, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc partout le droit des femmes et des enfants, je tiens à préciser, est attaqué, l'état de droit est menacé. Et ça doit nous interpeller partout à l'heure actuelle, ou même dans nos démocraties occidentales, le droit des femmes est attaqué. Le patriarcat est une attaque de l'état de droit. Et donc, quand on est féministe, hommes, femmes, on se bat aussi pour l'état de droit, et quand on défend le droit aussi des enfants, on se bat aussi pour l'état de droit, parce que le droit des femmes et le droit des enfants, c'est le droit des plus faibles. Et voilà, je terminerai là-dessus. Merci de votre écoute. Merci Aïda. Pardon pour ce retard. J'arrive de pas très loin, mais parfois les bouchons sont un peu coquins et donc me font arriver un peu en retard. Merci Aïda pour ton témoignage et merci pour votre invitation. Je rebondirai sur le fait que tu disais que défendre le droit des femmes et défendre le droit des enfants, c'est aussi protéger en fait finalement notre démocratie et notre capacité à être un État démocratique et surtout inclusif, parce qu'on sait très bien que une des raisons qui ont poussé justement les féministes à inscrire ce droit de l'IVG dans notre constitution, même si elles ont dû faire quelques concessions, c'est parce qu'on a eu l'exemple de démocratie occidentale telle que les États-Unis, qui nous ont prouvé que finalement on n'était jamais à l'abri. Lorsqu'on a des cours suprêmes et lorsqu'on a des États qui disent très tranquillement, eh bien, écoutez, à partir de maintenant, mesdames, vous n'aurez plus le droit de pouvoir faire une intervention volontaire de grossesse, alors qu'on est dans un pays où normalement ce type de droit ne devrait pas être remis en cause. Je crois que ça a été aussi un choc pour notre pays. Et nous, on s'est dit, alors attention, parce que finalement, on a ce risque que peut-être, si on a des extrêmes qui arrivent au pouvoir, qu'ils remettent en cause ce droit que l'on pensait fondamental. Et c'est pour ça que cette inscription, c'est d'abord la victoire des féministes, de toutes celles et tous ceux, parce que c'est important, toutes celles et tous ceux qui se sont battus depuis le début pour obtenir justement ce droit. C'est aussi une victoire aussi des parlementaires, parce que si vous n'avez pas des hommes et des femmes pour porter dans nos parlements cette voix, eh bien c'est impossible de l'inscrire. Mais ça, mon camarade Rachid vous en parlera mieux que moi, puisqu'ils ont mené la bataille de l'intérieur. Nous, on a seulement été le réceptacle, on est venu en soutien, parce qu'on sait très bien que pour protéger les femmes, pour protéger les enfants, on a besoin d'avoir justement des représentants dans ces chambres qui vont protéger nos droits. C'est aussi une victoire, j'ose le dire, socialiste, parce que c'est quelque chose pour lequel on s'est battu énormément. Et moi, je rends hommage à tous nos parlementaires qui ont chevillé au corps, sont allés chercher justement cette inscription, qui ont bataillé, qui sont allés justement gagner la bataille aussi de l'opinion publique, parce que c'est aussi ça. Il fallait aussi gagner la bataille de l'opinion publique, de dire que oui, il fallait protéger les femmes, même si on était dans une démocratie, on l'a vu, ça ne nous met pas à l'abri, parce que vous pouvez avoir des gens qui remettent en cause ces droits fondamentaux. Moi, je crois que la leçon de courage que nous donnent ces femmes iraniennes, jour après jour, c'est aussi un moyen de ne jamais baisser la garde, de se dire qu'il faut toujours être en alerte pour défendre ces femmes. Moi, j'ai vu une vidéo ce matin qui m'a beaucoup heurtée, pour pas dire autre chose. Cette maman qui était avec son fils dans un hôpital, elle n'avait pas de voile, et on voit un mollah qui la filme. Et comme en fait le mollah la filme,
elle se rue vers lui, elle lui dit, on n'a pas besoin de comprendre l'arabe pour lui, elle lui dit efface la photo, parce qu'on sait très bien que ça n'est pas anodin, parce que non seulement elle risque sa vie, mais elle risque d'aller en prison. Et ce qui m'a beaucoup bouleversée, c'est les cris qu'elle poussait pour lui demander d'effacer cette photo, et la solidarité qui s'est liée autour d'elle, de femmes et d'hommes qui ont demandé au Mollah, et il y a même une femme qui a arraché au Mollah son téléphone, effacé la photo, et en fait, comme il était en déroute, eh bien, il a fui, il est parti sans son téléphone. Et moi, je me dis, on est en 2024, et il y a encore des femmes qui subissent ça dans le monde, et notamment en Iran, surtout quand on sait ce qu'était l'Iran, quand on sait à quel point cette civilisation était riche et qu'elle l'est toujours. Et moi, je sais que c'est un des pays qui m'a toujours beaucoup émerveillée en tant que professeur de français et d'histoire-géographie. Enfin, la Perse, grande et magnifique. Et je me dis, ces femmes, oui, elles sont courageuses. Et je suis comme toi, Aïda, je pense que je ne suis pas sûre que j'aurais le même courage d'aller défier ces hommes et de me dire, quitte à mourir quand on est mère de famille, est-ce que je serais capable d'avoir ce courage-là? Donc, toujours protéger les femmes, les enfants, tu as raison. On sait très bien aussi que, notamment les enfants qui sont des mineurs isolés, qui sont à l'ASE, sont aussi des victimes et ont besoin aussi de notre protection. Et c'est pour ça qu'il faut aussi continuer à légiférer pour les protéger. Je ne serai pas plus longue, mais je dis juste que on a obtenu de cette écriture dans la Constitution, mais il faut aussi continuer, la bataille n'est pas terminée, il faut continuer à lutter pour qu'il y ait une effectivité de ce droit. Parce que le plus difficile, en fait, c'est l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. On sait très bien qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'endroits où, même en France, c'est très compliqué de pouvoir exercer ce droit, cette liberté, puisque je vous rappelle qu'on l'a écrit sous forme de liberté. Mais je crois que c'est une avancée majeure. Il ne faut jamais oublier que la lutte, elle est constante, qu'il faut continuer et que l'effectivité, c'est aussi ça, le problème, d'avoir un accès, mais comme on peut avoir un accès aux soins, tout simplement, un accès à la protection des femmes, surtout lorsqu'elles sont dans la rue, lorsqu'elles sont livrées à elles-mêmes avec leurs enfants. Et vraiment, moi, je vous dis ma fierté d'avoir vu tous nos parlementaires mener cette bataille. Évidemment, une pensée particulière à Laurence Rossignol et à cet immense discours qu'elle a prononcé lors du congrès, parce que on ne doit jamais baisser la garde et que c'est grâce au travail de nos parlementaires qu'on y est arrivé, et c'est parce qu'il y avait un travail de conviction aussi de tous les parlementaires de gauche pour aller chercher cette majorité, parce qu'il fallait quand même une majorité de 3/5 du congrès pour pouvoir l'inscrire. Donc je pense que c'est un moment important. Continuons la bataille de l'effectivité, de garder nos conquis sociaux, et puis on doit continuer à travailler pour en avoir d'autres et ne jamais oublier qu'on a des sœurs partout dans le monde qui se battent pour ce qui nous semble pour nous juste le minimum. J'ai demandé à Rachid, parce que tu as dit quelque chose qui m'a fait demander à Rachid le droit de vous raconter une anecdote avant de passer le micro. Non, parce que la soirée peut paraître plombante, et c'est vrai que la situation en Iran est un peu oppressante et déprimante. Mais il faut savoir que les Iraniens sont un peuple qui est vraiment très gai. Et moi, je vous conseille à tous, si vous ne l'avez pas fait, ça va bientôt être Nowruz, le nouvel an iranien, le 20 mars. Alors, le 20 mars, oui, on mange très bien, oui, c'est vrai. Comme, bref. C'est ça le féminisme. C'est ça le féminisme. Je vais faire une blague, à cause de toi. Bref.
peux faire une blague. Sur quelqu'un d'autre que moi, mais sinon, je peux la faire. Vous voyez, les Iraniennes sont aussi jolies. Non, mais vraiment, donc Nowruz, c'est le nouvel iranien, c'est une fête familiale, mais il y a avant le Nowruz, il y a le Charshan Bessouli, c'est la fête le mercredi avant le Nowruz, et on saute par-dessus le feu. Et si vous pouvez vous faire inviter à des fêtes iraniennes, allez-y. Les Iraniens sont un peuple vraiment très gai. Khomeini a essayé d'interdire aux Iraniens de la musique et de danser, ils n'y sont jamais arrivés. Et l'anecdote que je voulais vous raconter, je la trouve aussi émouvante, mais dans le bon sens du terme, que les noms des martyrs qu'on a pu voir. Il y a quelque temps, dans une ville, laquelle c'était Sadr Gouri, c'était dans quelle ville? C'était à Shiraz. Non, c'était pas à Shiraz, je suis Shiraz, bon, bref. Dans une petite ville de province, pas la grande ville, non, je te jure, c'est pas Shiraz, ma mère est de Shiraz aujourd'hui. C'était à. Dans la banlieue. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas dire ça. Bref, on s'entre nous. Donc, dans une petite ville de province, dans un bazar, il y a un type qui commence à chanter une chanson. Il y a beaucoup de chansons populaires en Iran, c'est des chansons qui sont très connues. Il s'appelle Sadr Gouri, il a commencé à chanter ça, et la chanson est très gaie. Et il y a eu un attroupement autour de lui avec des jeunes et des gens qui dansent et tout. C'est des chansons, on tape dans ses mains, on danse et tout. Il y a le fameux ré iranien, c'est c'est le rythme iranien sur lequel les Iraniens dansent, bref. Et il y avait un Instagram, la vidéo était mise sur Instagram, tout l'Iran est sur Instagram. Oui, mais il n'est pas de Gilal, c'est une autre ville. Tu vois, je suis très chiante. Non. Lâche, c'est lâche. Voilà. Négocier avec elle. Karaj, je crois que c'est Karaj. Karaj, c'était. Bref, dans ce petit marché, donc la vidéo va sur Instagram, fait des millions de vues parce que tous les Iraniens sont sur Instagram, sur Telegram, ils passent leur vie sur les réseaux sociaux parce que c'est vital, évidemment, avec les VPN, ça. Et évidemment, le régime lui tombe dessus, lui fait fermer son Instagram, le met en garde à vue, tout ça. Que fait ce magnifique peuple d'Iran que j'aime de tout mon cœur? Il y a des innombrables de vidéos qui sortent de jeunes qui sont en train de danser sur sa musique devient virale, le type sort de garde à vue et il y a 3 chanteurs qui lui font tourner un vidéoclip qui remixe la chanson et maintenant la chanson est devenue une sorte de nouvel hymne d'Iran. Donc vous voyez, je trouve que cette vitalité du peuple iranien, moi, c'est ça, mais il faudrait que je la mette. Le micro. C'est le Michael Jackson. Comment dire, c'est vraiment des chansons populaires avec des paroles qui sont... Ouais. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN du peuple iranien. Ils ne peuvent pas l'enlever, ça. Et je pense... Moi, je crois... Des fois, je me dis qu'on gagnera cette révolution à coup de réel. Réel, c'est le mouvement pour danser. Hein, c'est le 8. Voilà, le 8 de la danse. Parce que... Vraiment, ils ont essayé et ça, ils ne peuvent pas l'interdire. Et je pense que même dans les familles les plus conservatrices, c'est ça qu'on dit en fait. Même eux sont attachés à la danse et à cette joie-là parce que ça, c'est vraiment dans le cœur des Iraniens. Et tous ces petits actes de résistance prouvent que un jour ou l'autre, ce régime finira par tomber. Alors après, je ne vais pas rentrer dans des considérations géopolitiques. Oui, votre combat pour le droit est indispensable et vraiment merci de le tenir bon. Ça va aussi dépendre de l'armée, ça va aussi dépendre de comment, quand Khomeini va mourir, parce qu'il va finir par mourir, qui va prendre la suite de Khomeini. Le problème, c'est que les mollahs vivent très très vieux. Hein, oui, parce qu'ils prennent très soin d'eux, ils font des périodes de jeûne, ils mangent très bien, ils se fatiguent pas trop et ils vivent longtemps. Ça, c'est le drame aussi des mollahs, du peuple iranien, c'est que les mollahs vont vivre longtemps. Et Khomeini va, ça c'est écrit, hein, c'est comme les impôts, c'est la seule certitude, c'est les impôts et la mort. Donc, donc voilà, tout ça pour dire qu'on va gagner cette révolution aussi dans la joie. Et cette joie-là, il faut aussi la communiquer. Et vraiment, encore une fois, si vous pouvez vous rapprocher d'Iraniens au moment de Nowruz, allez-y et vous allez voir que ce peuple est vivant et ce peuple finira par gagner sa liberté. Ah oui, allez chez Pierre. Fais avec lui, Pierre. Je ferai le DJ si tu veux. Il faut parler d'Iran. Ah, je dois raconter une anecdote sur l'Iran. Bon. J'ai dit, Rachid raconte
tes deux anecdotes. Quand je suis arrivée, il m'a dit ces deux anecdotes. Non, depuis qu'on se connaît depuis quelques années, c'est vrai que je vais parler de l'Iran. Moi, j'ai un rapport à l'Iran, pas le même que vous, parce que je n'en viens pas. Moi, je suis né au Bonn, dans le Val-d'Oise, donc c'est un peu moins loin quand même. Vous imaginez à distance. Mais non, j'ai un rapport à l'Iran qui est un peu particulier, puisque en janvier 1979, donc la fuite du Shah d'Iran, j'avais 5 ans et demi. Et c'est vrai, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, c'est que j'ai suivi ça à la télé, mais à l'époque, pour les plus jeunes, il n'y avait pas de. C'était une photo qu'on plaquait et un mec parlait au téléphone. Et c'était l'annonce de la fuite du Shah d'Iran, et pendant de nombreuses années avant que je sois adulte, j'ai pensé que le mec était au premier plan sur une moto, à l'arrière de la moto, était le Shah qui fuyait l'Iran. Pendant de nombreuses années, j'ai fait ça. J'avais 5 ans et demi quand même, ça peut être excusable. Et donc c'est vrai que ça m'a toujours marqué. Et la deuxième image qui m'a marqué de l'Iran, j'avais là par contre 10 ans, et moi qui viens d'une famille, donc comme mon prénom l'indique, d'Algérie, donc Kabyle, pour ceux qui connaissent, on prenait le train pour aller à Marseille, pour aller en Algérie en vacances, voilà, bref. Mon père, qui est analphabète, qui ne sait pas lire et écrire, achète Paris Match. Et il le pose sur... on est dans le carré du TGV, et il pose le journal, et il prend la première page, il la déchire, et il la déchire en petits morceaux. Alors vous dites quand même, c'est assez bizarre, votre père achète un journal, il sait pas lire. Mais il la déchire, et il regarde le reste, et en fait, c'était la photo, la une, c'était Khomeini. Et donc, mon père, on est dans une famille, on va dire, très laïque, pour faire ça. Voilà, son obsession, et donc dès le début c'était déchiré, c'était même insupportable pour lui de l'avoir même en photo devant lui, pour tout ce que ça représentait en termes de, effectivement, d'intégrisme, de dictature, etc. Alors nous c'est un peu plus tard, en Algérie, c'est-à-dire que c'était déjà un mouvement qui était déjà problématique, et je rappelle qu'aussi, pour faire la liaison, c'est que moi j'ai pu vivre en allant en vacances en Algérie pendant les 10 années de guerre civile, même avant, parce que ça commence avant, en gros dès 1989, c'est vrai que le ravage des islamistes sur aussi toute la société, je rappelle qu'il y a eu 300 000 morts et disparus, et notamment sur les femmes, puisqu'il y a eu... Mais là, pareil, aussi, il y a eu un mouvement qui est à la fois... Des femmes ont mis des tenues, on va dire, religieuses, mais en même temps, beaucoup de femmes sont sorties sur on est libre, on vit différemment, entre guillemets, à l'occidental. Donc voilà, comme ça, j'aurais fait les deux références à l'Iran, donc à la fois la fuite du Shah et Khomeini, comme ça, les deux aspects de la médaille. Donc, juste pour ne pas être trop long, parce qu'après qu'il y a un débat, c'est vrai que sur l'inscription dans la Constitution de la liberté pour les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, c'est un long parcours. Il faut être... si on va jusqu'au bout, c'est une initiative qui a été prise par la gauche, mais la victoire, elle est possible. Parce que beaucoup de gens de droite nous ont rejoints. Je pense que c'est important, parce que quand on gagne comme ça, il faut savoir aussi le dire. Et d'ailleurs, au Sénat, qui est quand même la chambre la moins progressiste des deux, avec une droite plus importante qu'ailleurs, beaucoup de femmes de droite ont aussi porté le combat. D'ailleurs, aussi bien que des femmes de gauche. Et je dis, même pour certains hommes d'ailleurs, qui à la fin ont cédé, c'est marrant, parce que quand on discute avec eux, c'est parce qu'ils ont une femme, des filles, qui parfois leur ont dit, écoute, si tu votes pas, tu rentres pas à la maison. Quoi. Enfin, non mais je suis très sérieux. Et donc c'est vrai que voilà, c'est un combat qui encore une fois n'est pas que symbolique. Moi je ne suis pas sur la thèse des attention avec ce qui se passe aux États-Unis, plus c'est une configuration, c'est un État fédéral, plus un État fédéral. Mais en tout cas en Europe, parce qu'ici quand on est par exemple, moi j'ai eu l'occasion dans mes fonctions au Sénat d'aller notamment, je suis vice-président de la Commission des Affaires étrangères, Défense et Forces armées, d'aller en Pologne pour parler défense, mais on parle aussi de la société. C'était à l'époque, avant que le PiS se fasse sortir de les élections, alors on voyait bien ce qu'était le rôle de la femme. Donc, encore une fois, ce qui passe avant d'aller sur l'Iran, faisons aussi de même attention, nous les Européens, de croire qu'on a donné, on est mieux que tous les autres. Je rappelle que dans notre pays des droits de l'homme, il a fallu attendre 1944 pour qu'il y ait une ordonnance qui donne le droit de vote aux femmes. Après 44 ordonnances, et le vote se fait après, et je rappelle, après la Turquie. La Turquie, qui était à l'époque kémaliste, et la Turquie, on va dire, moderne. Qu'il a fallu avoir 1975 pour avoir l'échec, etc., etc. Donc attention aussi à ça dans notre approche. C'est-à-dire qu'on croit que tout ça est éternel, les combats sont derrière nous. Enfin, tous les combats des femmes et des hommes. Je rappelle que sur l'IVG, notamment aussi des hommes, parce que à la fin, il faut faire, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un contre l'autre, les femmes et les hommes. Mais c'est vrai que tous ces combats-là sont encore en permanence. Moi, je vois, j'ai 4 petites nièces, je vous assurerai que leur
combat, voilà, elles sont motivées comme à chacun, et je crois que c'est ça qu'il faut porter. Donc, le combat pour les droits des femmes, tu l'as dit, c'est aussi une question, c'est à l'image de ce qu'est une société, c'est aussi une question sociale, parce qu'il y a aussi une dimension sociale qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Et dire après qu'à partir de là, Diana Baladi, c'est bien beau de l'inscrire dans la Constitution, et c'est une bonne chose. Que le président Macron propose de l'inscrire dans la charte des droits fondamentaux au niveau européen, c'est une très bonne chose, mais il y a la réalité du quotidien, dans beaucoup de cas où beaucoup de choses restent à faire. Mais là aussi, ça touche globalement, c'est la situation de l'hôpital, la situation des services publics, la situation de toutes ces questions-là qui sont posées, et notamment pour la question des femmes. Et dire aussi qu'en Iran, c'est vrai qu'on ne peut que saluer l'image des femmes en Iran. Franchement, tu l'as dit, Aïda, c'est vrai que de dire elles sont hyper courageuses, en sachant qu'on va être honnête. Aujourd'hui, la perspective de renverser le régime, elle est quand même infime. C'est-à-dire qu'il faut. Alors, on aura le débat, moi je suis d'accord, mais on aura le débat. Aujourd'hui, par exemple, concrètement, ce que fait le régime, notamment sur la mer, enfin, sur leur capacité militaire, est quand même très puissante. Mais j'espère me tromper. Pour autant, quand on est femme en Iran aujourd'hui, et que se dire qu'on mène ce combat-là sans forcément de perspective à court terme de gagner le combat, c'est d'autant plus dur. Enfin, on n'est pas là au bout d'un truc. Mais après, moi, je veux aussi envoyer une autre question pour pas être trop long, sur la question quand même de droit des femmes et l'universalisme. Parce que, d'abord, je rappelle que dans beaucoup de guerres, beaucoup d'endroits dans le monde, les femmes sont aussi utilisées comme dans les guerres, c'est-à-dire les viols. Il y a eu le cas le 7 octobre en Israël, il y a le cas, je viens d'ailleurs d'écrire un ministre sur la République démocratique du Congo dans l'Est avec la 23, etc. Donc c'est aussi, c'est-à-dire que non seulement en Occident, elles veulent avoir plus de droits, elles ont raison, mais dans beaucoup de pays, elles sont aussi victimes premières des guerres, et comme vu le nombre de pays où il y a des guerres ou des choses comme ça en fait beaucoup. Mais après, il y a aussi la question, moi je trouve assez parfois paradoxale, comme ça je vais aussi des exemples là, ça fera débat, de certaines féministes, que je les trouve très progressistes quand on est en France, et beaucoup moins quand on regarde le monde. Et que nous expliquer qu'il y a une forme de relativité, parce qu'effectivement, ce que dit Aïda tout à l'heure, il y a une forme aussi de néocolonialisme. Hein. C'est que vous avez ce principe de, dans ces pays-là, si c'est pas comme ça, pour les pays arabes, s'il n'y a pas un dictateur, il ne peut pas s'organiser, que la femme, vous savez, c'est comme ça chez eux. Et quand on est de gauche, et quand on est féministe, moi ça me choque. Parce qu'il y a une vraie contradiction. D'abord, je dis c'est une forme de néocolonialisme, mais c'est un vrai fait. Et donc ça, je pense que aussi, dans le mouvement féministe, donc encore une fois, tout ce qu'on doit mener comme combat on va dire en Europe, ça, en France, mais d'avoir une forme de relativité sur d'autres pays, moi c'est un débat qui me choque, donc je pense que c'est intéressant de l'évoquer, parce que c'est enregistré ou pas, ouais, ça. Je vais dire un truc qui va me faire des histoires, mais à titre personnel, non, à titre personnel, je suis contre le port du voile. À titre personnel. La société est ce qu'elle est, la place qu'elle est, etc. Non, mais c'est pas. C'est bon, mon chemin personnel, familial, culturel, tout ce qu'on veut. Mais je comprends aussi, pour le coup, des femmes qui décident elles-mêmes, par elles-mêmes, de mettre, je ne partage pas, je ne comprends pas, mais quand franchement certaines féministes saluent ce qui se passe en Iran et ont une position ici assez inquiétante sur ces questions-là, j'avoue que là, les choses, les bras m'en tombent, et je pense que c'est un vrai sujet. Et donc quand on est de gauche, quand on est progressiste, quand on est socialiste, dans d'autres cas au moins pour les trois qui sont là, et d'autres beaucoup dans la salle, 4, je ne savais pas, mais maintenant... C'est très bien, très bon choix. Très bon choix. Et je trouve que ça, c'est aussi un vrai débat qu'on doit avoir dans le film. Ouais, mais tu vas l'apprendre. Ouais, pas longtemps. Là, depuis qu'elle est fille. Et d'ailleurs, j'en profite comme ça, je continue. C'est dans la gauche notamment. Je veux dire, quand je vois aujourd'hui un certain nombre de mouvements qui se disent de gauche, je pense notamment à les filles. Comme ça, je voudrais faire beaucoup d'amis. On va couper. Non, ça vous regardez. Enfin, je pourrais vous parler, je dois faire, c'est vrai que une intervention pour le socialiste au Sénat sur l'Ukraine, pour vous parler quand même de dérive
Enfin, la dérive quand même aujourd'hui de LFI, qui a construit son mouvement sur le populisme de gauche. Le populisme de gauche, ça n'existe pas. Ça se termine par le populisme. Qui aujourd'hui a des pratiques et des approches totalement communautaires sur ces questions-là, notamment. D'ailleurs, en pensant que les gens qui ont le même prénom que moi veulent cela alors que ce n'est pas vrai, c'est un double problème, et pour la société et pour la gauche. Donc je pense que dans le débat que nous avons ce soir, je vous le dis, les féministes, la question universaliste, et la question d'une partie de la gauche qui a basculé très honnêtement dans une forme de communautarisme qui aujourd'hui, je pense, rend les femmes victimes de leur délire. Voilà. Moi j'ai un peu plombé la soirée, je pense que je vais y aller. Alors, moi je vais plomber la soirée pour donner quelques éléments de punchline, comme on dit, pour après, pour que vous puissiez me poser des questions. Il y a plein de sujets qui ont été traités les uns et les autres, et oui, sur le principe, l'apartheid, alors ce qu'on peut faire, c'est si l'État n'est pas dans l'État qu'on pense. En réalité, il y a, quand on lit dans l'ouvrir, il y a un gros combat actuel contre ceux qui vont venir par la suite. Il y a à peu près une trentaine d'officiers qui ont été arrêtés il y a une semaine, 6 ont été assassinés. Et il faut savoir qu'il y a un mouvement des constitutionnalistes à l'ancienne. Il y a un mouvement en Iran qui fait que, parce que tout ce qu'ils font, l'utilisation de l'arme, des pendaisons comme arme de répression, pour toutes ces choses-là, et la crainte, parce qu'ils ont sorti beaucoup d'argent d'Iran, mais je ne sais pas combien de temps j'ai pour faire ce petit développement de 3 minutes. Juste. Voilà, alors elle veut que je dise que les Iraniens ont eu la première constitution. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut que je lui passe un message? Alors, juste, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire qu'en Iran, il y a aussi une pyramide des âges. Il faut savoir que je crois que c'est 69% de la population a moins de 30 ans et qu'elles sont éduquées, vont à l'université, les femmes sont majoritaires dans les universités, et ce n'est plus simplement une révolution des femmes, c'est une révolution conjoncturelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Iran est basé sur un gouvernement qui est contesté de tous sens. Encore là où tu dis 20 millions, ça c'est le chiffre de l'État. En réalité, il y a eu sur les réseaux sociaux des mouvements pour montrer que c'est bien en dessous de ça. C'est-à-dire que toute la journée, il y a des gens qui passaient avec leur téléphone et qui filmaient en direct, qui faisaient des lives devant tous les lieux où on doit aller voter, il n'y avait personne. Donc, 20 millions, c'est-à-dire que quand un État aussi autoritaire vient donner un chiffre de 20 millions, alors qu'il dit d'habitude qu'il y en a 3 fois plus, c'est-à-dire à quel point on peut croire ces 20 millions. On est bien en dessous, en réalité. Il y a cette première chose, il y a déjà des mouvements à l'intérieur, y compris nous, les informations que nous avons, que nous poursuivons, qui nous permettent de savoir comment interdire quelqu'un qui essaie de sortir son argent et obtenir un passeport canadien alors qu'il est un des bourreaux. C'est des gens de l'intérieur qui nous donnent les informations et nous, après, on saisit le gouvernement canadien. Alors quand je dis on, c'est toute une population, communauté un peu partout dans le monde où on y travaille, qui est donc l'arme de l'information et l'arme du droit. Et aussi, on a ce qu'on appelle, alors excusez-moi, je vais faire un anglicisme, shame on name. On met les gens face à des situations, à honte à vous, et c'est un peu ce que je vais faire dans les prochaines secondes, parce que oui, il y a une manière de bouger les lignes. Et la première manière, c'est qu'on demande depuis des années, et maintenant on le demande encore plus expressément, que les politiques, y compris en France, poussent à l'inscription sur la liste terroriste des gardiens de la Révolution. J'espère bien que je sais bien, je le sais, mais j'espère bien que ça va aller plus loin et que ce ne sera pas, puisqu'on est quelqu'un qui est candidate aux élections européennes. Je vous rappelle que j'ai un argumentaire de 5 pages qui dit que Borrell, avec sa position sur le fait qu'on ne peut pas les inscrire, c'est une bêtise en droit international, pur et dur. Donc, les enjeux, c'est que si les gardiens de la... Alors, ça va être un peu long. En gros, les gardiens de la Révolution, la Constitution iranienne prévoit une milice. Cette milice a comme seul objectif de garder ce qu'on appelle les verrous de la Révolution. Et donc, de garder... et d'ailleurs, cette milice a une armée extérieure, Al-Quds,
C'est cette armée extérieure qui fournit, qui se bat et qui prépare tous les proxys iraniens qui se trouvent un peu partout dans le monde et qui foutent le bordel. Comme ça, c'est dit. Tu veux que je dise quelque chose? En fait, c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'idéologie, hein. C'est-à-dire qu'en réalité... C'est aussi stratégique. En fait, ce qu'a fait l'armée, ce qu'a fait le pouvoir des mollahs en place, ils ont créé une armée parallèle. Parce qu'ils savaient que s'ils maintenaient l'armée en place, les contre-révolutions viennent toujours de l'armée, vous savez, c'est le principe des États africains. Hein, ils ont fait quoi? Ils ont créé une armée parallèle. Mais en France aussi, regarde Napoléon, toutes les histoires. Bah oui, c'est qui détient la force armée. Et donc ils ont dit on va pas décimer l'armée parce que voilà, on va être plus malin que ça. Et ils sont diablement malins. Ils ont créé une armée parallèle, ils ont mis tout l'argent ici, tous les mecs ici, et du coup l'armée... Elle est surtout très concentrée sur la frontière. Et que l'armée idéologique est une armée d'expansion. C'est-à-dire c'est une armée, il faut que je raccourcisse, donc je vais raccourcir. Là, tu me dis de développer, il faut que je raccourcisse. Donc, il y a déjà cette première chose. Je vais faire ma liste de courses, hein, excusez-moi. Deuxième course... Ça, je ferai un contenu au Sénat avant l'été dans l'avion. Bon. Deuxième chose, c'est enregistré. Hein. Oui. D'accord. Non, mais on parle en France. Bon. Deuxième chose, alors là par contre, je faudrait aussi le voter en Sénat, parce que c'est bien de le dire, mais il faut y aller. Hein. L'apartheid de genre, il y a deux manières de faire. En fin de compte, il faut savoir que l'Iran a signé une seule convention internationale qu'il a ratifiée. C'est la convention de 73 de Singapour sur l'apartheid. Chirine Ebadi, il y a 2 jours, a parlé à la mairie de Paris, faisait une conférence, elle a dit qu'elle a saisi Macron directement de l'inscription sur la Cour pénale internationale de la notion d'apartheid et de la modification de l'apartheid de genre dans la Convention internationale. Il n'y a pas grand-chose à faire en réalité. Il suffit simplement, soit dans le traité de Rome, le traité de Rome, c'est ce qui organise la Cour pénale internationale, d'élargir le champ, et en disant que l'apartheid signifie, il y a un mot à mettre, ou genre ou sexuel. Je sais qu'il y a un combat entre les deux mouvements, mais sexuel, et c'est ce qui se passe en Iran, c'est un apartheid systémique. La définition, c'est ça. Quand une population, du fait de sa couleur, sa croyance, ou là on dirait son sexe, et a des droits discriminés, etc., d'une manière systémique, etc. Donc, je ne veux pas vous faire toute la définition, parce que j'essaie en même temps de répondre à ce qu'il me dit là, et en même temps de garder mon développement. Donc, mais ça c'est pareil. Il suffirait un État membre inscrit cette notion, fasse une modification, on sait très bien. Souvent la politique, on fait les choses par courage, pas parce qu'on sait qu'on va y arriver du premier coup. On sait très bien que la Chine et la Russie vont mettre leur veto. Et après, sauf que le shame on name, c'est ça. C'est mettez votre veto et puis on verra, si vous voulez. Donc l'objectif, deuxième chose, je fais mes courses parce que je suis là pour ça, quelque part aussi, parce que pour la petite histoire, parce que tout le monde avait son anecdote, je vais vous raconter quelque chose. Ce soir, on m'a dit, est-ce que tu veux bien venir à Jouy? Pas de problème, j'habite dans les Sables. Puis tout à l'heure, je commence à rentrer dans mon GPS, Jouy en Moutier. C'était pas exactement pareil. Moi, c'est Jouy en Josas qui est à côté de chez moi. Et donc je suis plaisir d'être là, donc tu n'arrêtes pas de me dire de raccourcir, je vais quand même prendre le temps. Après, il y a quand même un autre point, juste pour la première liste de courses. Donc je disais, il y a deux manières, soit la conférence de Singapour, soit en modifiant le traité de Rome. Après, on a fait des enquêtes. Il y a un livre qui vient de sortir, on a fait des enquêtes. Vous avez parlé Paris Match, par exemple, sur Paris Match, on a fait une enquête qui s'appelle L'or des mollahs. Aujourd'hui, on a bien, dans cette enquête, très clairement, on a donné même le chemin d'où les mollahs sortent l'argent par la compagnie aérienne Maher Airlines, comment les mollahs emmènent l'argent au Venezuela et comment ils transportent l'argent du narcotrafiquant, notamment en Angleterre, dans les bureaux de change, et comment ils font repartir cet argent au Canada, aux États-Unis ou en France, avec lequel ils achètent des biens immobiliers. Donc, d'inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste, ça nous permet d'aller saisir ces biens, d'aller saisir leurs avoirs, et de faire en sorte de les tenir. Et en même temps, si on arrive à faire ce cisaillement, on arrive à faire la problématique. Vous avez vu le geste tenir, c'est exactement ça. Excusez-moi, ça fait parler quand on fait des gestes. Si on fait ce premier cisaillement juridique, un cisaillement économique, et qu'en plus, à l'intérieur, il y a un mouvement d'ébullition, ils sont en conflit entre eux, ils viennent d'annoncer l'augmentation du prix du pétrole en Iran.
Le prix du pétrole, c'est ce qui permet à toute une population d'avoir 3 ou 4 jobs, notamment VTC, et qui permet de vivre. Il y a en plus un très gros stress hydrique en Iran. C'était la cause de la chute. Il y a un stress hydrique immense en Iran. C'est-à-dire en même temps que certains se remplissent leur piscine d'eau, d'autres n'ont pas d'eau. Il y a un stress hydrique énorme en Iran. Et il y a un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grèves. On n'en parle pas ici. Mais les industries pétrolières, les industries minières, toutes ces industries sont en grève. Alors on n'en parle pas. Et en parallèle, on a une jeunesse qui ne manque pas de résilience. Il faut savoir que l'Iran est quand même le seul pays qui a, après l'invasion arabe et l'instauration de l'islam, a quand même créé sa propre pratique en résilience. Et donc, à une pratique qui lui était adaptée. Cette pratique a évolué avec Khomeini, qui a été faire ses classes chez les frères musulmans, et qui a créé quelque chose, et grâce à notamment ce que tu disais, le fait qu'on nous l'envoie avec Air France, je ne sais pas, ce jour-là, l'avion, il aurait pu avoir un problème, mais le fait qu'on nous l'envoie avec Air France, on a créé le vrai premier califat mondial. C'est-à-dire que dans cette vision du grand califat, cette milice, pour revenir dessus, ne sert qu'à ça. Elle a déstabilisé. Et en plus, nous négocions. Alors, quand on voit, nous négocions avec eux, parce que la langue arabe est une belle langue, mais ce n'est pas la langue persane. La langue afghane est une langue qui est déviée, qui s'appelle le dari, ou le pashtun, qui est déviée, mais ce n'est pas de la langue persane. Et donc, il a fallu se battre pour qu'on réinscrive, pour qu'on comprenne à quel niveau on a perdu le savoir. Qui se faisaient violer, ont osé cacher des caméras et les filmer. Les garçons qui se faisaient violer par soi-disant les hauts dignitaires de la police des mœurs, filmés et ont mis ça sur les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'il est arrivé à ce monsieur qui était le directeur général de la police des mœurs? Il est devenu l'équivalent de préfet dans une autre province. Et donc, pour finir sur les chiffres, il y a plus de 6000 personnes qui ont disparu. On ne sait même pas où elles sont. Il y a 834 personnes qui ont été pendues cette année. Le rapport est sorti, et le deuxième rapport de l'ONU vient de sortir, et les exactions sont nommées comme des crimes contre l'humanité. Donc, si dans l'universalisme des droits ou les notions que nous portons en France, nous avons quelque chose à faire, c'est de faire assumer aussi le fait que ce qui se passe là-bas a une influence ici. Et de faire en sorte, ne serait-ce que par nous-mêmes, pour notre propre protection, de bouger les gens sur ces choses très simples. Et là, monsieur le sénateur, je vous dis, sur ces choses très simples, nos actions ont énormément d'influence. Ça arrive le moment de débat. Si les personnes dans la salle souhaitent poser des questions, nous attendons. On leur donne le micro. Oui, une remarque. L'accueil de Khomeini et le fait que Air France l'ait ramené dans le pays, c'est quand même le droit d'asile, et l'asile que les Français ont accordé comme ils le feraient à n'importe qui. Bref. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop critique vis-à-vis de la position qui avait été prise par Giscard à l'époque. En revanche, là je voudrais revenir quand même sur un point qui paraît essentiel. Est-ce qu'à posteriori, les mesures d'embargo, de rétorsion que les Occidentaux ont pris vis-à-vis de l'Iran dans le cadre de la construction de la bombe atomique, parlons de ça très franchement, est-ce qu'à posteriori, ça n'a pas été un élément défavorable pour la sortie de l'Iran de cette situation antidémocratique? On prend une ou deux questions et après on répond aux une ou deux questions. Quelqu'un d'autre dans la salle? Moi, ce matin, j'ai entendu Sophie Aram parler effectivement de l'apartheid des genres.
Et c'est une question pour Rachid. Est-ce que tu penses qu'il y a l'ombre d'une possibilité que ça soit quelque chose qui devienne qui devienne une notion juridique en France? Voilà. Moi, je ne suis pas juriste. Mais tu fais les lois. Oui, je fais les lois. Enfin, j'en vote et j'en fais, oui. Je pense que, enfin, la loi, elle est aussi souvent le résultat d'une bataille idéologique. Et d'ailleurs, je pense que Aïda me dira toujours le cadrage. Mais donc, je pense que c'est un combat qu'on doit d'abord porter, enfin, ceux qui veulent porter, d'abord d'un point de vue dans la société, idéologique, pour que ça soit ensuite un concept en droit. Je pense que c'est comme ça plutôt qu'il faut le voir. Et peut-être que la porte que tu ouvres sur la protection supplémentaire des femmes via le combat mené sur... Alors, il y a deux options, est-ce que c'est la convention, peut-être que ça peut être la porte d'entrée. Donc oui, je pense qu'il faut porter cela, je pense qu'il faut l'étayer, je pense qu'il faut emmener des combats là-dessus. Et la question du combat sur l'Iran, une fois qu'on a fait les témoignages, peut être effectivement une porte d'entrée intéressante dans notre soutien aux femmes en Iran. D'un mot quand même sur le droit d'asile. On peut accueillir des gens. On peut accueillir des gens au sens où la France a cette notion de droit d'asile. Jusque-là, tout va bien. Après, on n'est pas obligé de leur dérouler le tapis rouge quand on sait ce qu'ils vont porter. C'est une autre conception. Je veux dire, on peut aussi demander à des gens qui ont le droit d'asile, notamment de ne pas tout faire, ou de ne pas dire, ou de ne pas mener des combats politiques qu'il y a derrière, d'autant plus que... Et ça vaut aussi pour une autre organisation iranienne qui est aujourd'hui encore en France. Mais voilà. Mais je vais parler plus loin, oui, voilà. Voilà. Moi, j'ai toujours refusé d'être avec eux dans leur combat. Ils ont d'ailleurs mené une manifestation interdite, j'ai refusé d'y être, j'étais élu à l'époque. J'ai toujours refusé d'être dans leur... comment? Ah, les Nobel, c'est l'OPI, Moudjahidine, du peuple, on peut appeler ça comme eux. Preuve qu'ils... CNI, je crois aussi. Et moi, j'ai toujours... Non, faut couper. Donc moi, j'ai toujours refusé, par exemple... j'ai toujours refusé, en tant que premier fédéral de partir de Valoise, ils sont en Valoise. J'ai toujours refusé d'y aller. J'ai toujours refusé de participer à leurs opérations. J'ai refusé d'être dans leur conseil national, je ne sais pas quoi. Je considère que, d'abord intellectuellement, qu'ils se disent à la fois marxisto-islamistes, on va m'expliquer, je pense qu'il y a une forme de contradiction. Et je pense que c'est une secte. Et je ne crois pas que ce soit un mouvement démocratique. Et donc, à partir de là, moi, j'essaie d'être cohérent avec moi-même. Je suis pour un mouvement démocratique, quel que soit le pays, quelle que soit ma vision, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, sur l'entente d'une sur l'accord sur le nucléaire iranien, qui, je le rappelle, a été signé aussi par le régime en Iran. Je veux dire, il fallait le faire. Enfin, je veux dire, là-dessus, je vois pas où... Je ne comprends pas très bien la question, parce que est-ce que, sinon, c'était laisser l'Iran être demain une puissance dotée, une puissance nucléaire? Enfin, moi, je ne suis pas favorable. Non, mais après, qui aiderait? On n'est pas obligé d'aider ou de permettre que les gens y arrivent. C'est un autre sujet. Et je pense qu'il est bon. Je pense qu'il est bon, effectivement, que l'Iran, qui est tout sauf une démocratie, soit un pays avec une implication. Parce que déjà, sans cela, je ne veux pas dire, mais foutre un peu le bordel un peu dans beaucoup d'endroits, et y compris aussi parce qu'effectivement, les ingérences étrangères, parce que je suis rapporteur de la commission d'enquête qui a défoncé, c'est d'ailleurs notre groupe, sur les ingérences étrangères, il y a bien sûr, les Russes, ont des traditions, et d'ailleurs on le voit, pour tous ceux qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut faire la paix avec Poutine sur l'eau des Ukrainiens, il faudra m'expliquer comment, hein, c'est Poutine qui mène les guerres, c'est pas l'inverse. C'est rare quand même qu'on dise qu'il faut protéger l'agresseur du mec qui l'a agressé. Je trouve ça quand même assez dingue. Quand j'entends d'ailleurs mon pari hier encore, tout ça est assez tourné chez les dingues. Mais c'est aussi la Chine, et après il y a effectivement l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et qu'aujourd'hui, concrètement, ils portent des combats. Mais c'est pour ça que je n'ai pas compris cette action. Moi, je pense qu'il fallait effectivement... Est-ce que les mesures de rétorsion qui ont été prises vis-à-vis de l'Iran et qui ont eu des... Nous devons l'avoir dans les toilettes pour filles, à disposition, et veiller à ce que ce soit suffisamment alimenté.
Plusieurs fois, on a porté des amendements avec Rachid et dans notre groupe à la région pour dire on ne comprend pas, vous nous dites que c'est installé, mais quand on fait le tour dans les lycées, ils nous disent qu'ils ne les ont pas. Il l'a dit et je le redis, c'est une volonté politique. Si on a la volonté politique de rendre accessibles des serviettes hygiéniques, notamment, vous avez par exemple la mise en place d'un congé menstruel qui a été mis en place en premier chez notre camarade Karim Bouamouane à Saint-Ouen, c'est une volonté politique. Quant au département de Seine-Saint-Denis, ils font pareil. Voilà, et on a voilà, et voté aussi au Sénat. Voilà, ça veut dire aussi que c'est de la volonté politique. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que chacun s'en empare. Et tant que chacun ne trouvera pas que c'est une question fondamentale, parce qu'effectivement, pour beaucoup de jeunes filles, il faut choisir. C'est soit elles ont les protections, soit elles mangent. Ça migrant s'entend pas. Elle disait qu'il y avait des associations d'étudiants qui se regroupaient, mais que malheureusement, ce n'était pas suffisant. Oui, pour rester un peu dans le domaine des droits des femmes, est-ce que la notion d'apartheid de genre a une chance d'être, puisque la prix Nobel de la paix 2023 a écrit un courrier à l'ONU pour demander la mise en place de crimes contre l'humanité pour apartheid de genre, est-ce que ça a une chance d'être appliqué quelque part au niveau de l'ONU, et peut-être est-ce que c'est appliqué déjà dans d'autres pays? C'est dangereux de donner un micro à un Iranien. C'est une question très difficile parce que non, ça n'est pas appliqué aujourd'hui. Mais je pense qu'en Afrique du Sud, ils ne s'attendaient pas à ce que la notion d'apartheid apparaisse aussi avant qu'il y ait un travail qui réfléchisse dessus. Donc c'est une notion qui est sur la table et qu'on doit tous nous avoir. Aujourd'hui, elle n'existe pas directement, mais on la pousse vraiment pour beaucoup de temps. C'est aussi, avant d'être un combat juridique, c'est vrai que tous les combats pour les droits tous les combats pour les droits doivent passer par le juridique, c'est pour ça que le combat de lutte humaine est très important. C'est aussi un combat culturel en fait, c'est pouvoir résumer en un mot ce qu'est la situation à l'heure actuelle en Iran pour les femmes. Et c'est en Afghanistan, c'est encore pire, puisqu'on leur dénie aussi le droit de la scolarité. Ils vont encore plus loin, parce qu'ils ont compris qu'il fallait couper tout de suite tout accès à la possibilité infime d'émancipation, donc elles n'ont même plus le droit d'aller à l'école. Et c'est pour ça que c'est très important que nous, société civile, on commence ce combat-là et qu'on commence à propager ce terme-là et à l'utiliser sans arrêt et à l'ancrer pour qu'ensuite ça puisse avoir la chance de devenir un concept juridique. Je rappelle qu'avant que la liberté de penser devienne une loi inscrite dans notre Constitution, elle est d'abord née sous la plume de philosophes qui, pendant 2 siècles, des philosophes et des intellectuels dans les Lumières ont bataillé pour faire émerger cette notion des l'homme, en fait. Et ils l'ont popularisé, à leur risque et périls d'ailleurs, mais cette liberté de penser, ils l'ont arrachée. Ils l'ont arraché de l'autorité à laquelle tout le monde devait obéissance et ils l'ont imposé, mais pas du jour au lendemain. Et donc ces idées nouvelles-là, ces concepts nouveaux-là, c'est ce que Rachid, j'en parle beaucoup à Rachid, il faut que nous, on arrive à imposer des cadres nouveaux, et c'est par ces cadres-là qu'on verra la réalité autrement et qu'on la comprendra autrement. Et pour moi, apartheid de genre, c'est très bien trouvé pour résumer en un mot simple ce que c'est. Et je rejoins la question du camarade qui était à côté, en fait. Les sanctions qui ont été prises contre l'Afrique du Sud, je ne suis pas une spécialiste de la question sud-africaine, mais je sais qu'il y a eu un grand mouvement de boycott aussi qui a précédé la fin du régime d'apartheid. Et bien sûr qu'à l'époque, il y avait certains qui devaient dire, mais en fait, c'est contre aussi la population sud-africaine, mais c'est très difficile de dire à quel moment ça ne s'arrête pas. J'irai juste une anecdote sur cette notion-là. Quand la révolution Famille-Liberté a éclaté, les tenants du régime ont tout de suite essayé d'instiller dans les opinions occidentales le fait que le peuple iranien se révoltait contre les sanctions. Donc moi j'ai vu apparaître sur Twitter ceux qui se cachaient un peu mais qui sont les appuyés du régime commençaient à diffuser l'idée que c'était contre les sanctions. Les Iraniens ont dit mais pas du tout en fait, c'est contre le régime des Mollahs. Enfin, ils savent très bien que les sanctions viennent sanctionner le régime des Mollahs. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu un retournement aussi de l'opinion iranienne.
le gouvernement iranien avait utilisé les sanctions contre l'énergie nucléaire en disant, vous voyez, ils ne veulent pas d'un Iran fort, fier, ils veulent nous asservir et nous nous battons pour l'énergie nucléaire, pour notre liberté. Et ils avaient un soutien de la population, de la classe moyenne, on va dire générale, et depuis quelque temps, non, enfin, les Iraniens ne veulent plus entendre parler de cette histoire d'armes nucléaires, ils veulent la liberté, point barre. Et ils savent très bien qui leur ment et qui leur dit la vérité. Et c'est vraiment, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est demain vous organisez une élection libre, le régime tombe mais à la minute, enfin, c'est enfin, ils le savent d'ailleurs, ils sont obligés de mentir sur les chiffres de participation. Oui. Moi, je voulais juste poser deux petites questions. La première, c'est, je voulais dire que pour moi, quelqu'un de ma génération, je trouve ça très important d'avoir inscrit l'IVG dans la Constitution, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on dit que la jeunesse est progressiste, c'est pas vrai. En fait, dans toutes les études d'opinion, etc., les plus réactionnaires, c'est les plus jeunes. Donc en fait, ça permet de protéger les femmes, pas dans les 5 ans qui viennent, mais en fait pour l'avenir. Et moi, je suis très inquiète et je n'arrive pas à savoir comment on peut mener la bataille culturelle pour réussir à ramener les plus jeunes vers le progressisme. C'est des plus jeunes que moi, qui ont 10 ans de moins que moi, qui sont au lycée aujourd'hui ou au début de leurs études universitaires. Et je pense que c'est un combat qu'on doit mener. Et la deuxième chose, moi je voulais savoir, j'ai vu le président du groupe socialiste à l'Assemblée qui, le 8 mars, s'est prononcé pour la GPA éthique. J'ai trouvé ça, à titre personnel, j'ai trouvé ça un petit peu culotté le 8 mars. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez en tant que socialiste. Ça, c'est un cadeau, hein? Moi, je peux répondre sur le combat contre les réactionnaires. Et je pense que le combat pour l'IVG était une très bonne chose et peut-être c'est vraiment une première pierre parce que la majorité de la population est pour le droit à l'avortement. Donc même chez les réactionnaires, ils sont pour le droit à l'avortement. Ça ne veut pas dire, et je suis tout aussi d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que demain il n'est pas menacé, on a très bien fait de le faire, mais ça veut dire qu'on a tous une partie de notre cerveau qui est capable de comprendre désormais la nécessité de protéger la vie des femmes et de leur donner cette liberté, même chez les réactionnaires, même chez les gens de droite. Et en fait, il faut, je pense, davantage nous ancrer, marteler nos valeurs. Moi, je constate toujours que la droite est très très forte pour défendre ses valeurs, et la droite est très très forte pour poser un constat de valeurs sur le déclin de la société. La droite dit, notre société va mal, c'est parce que c'est une crise de l'autorité. Sarkozy l'a dit récemment dans une interview, il était en une du Parisien, il disait le problème c'est une crise d'autorité, et là Macron, qui déjeune tous les 4 matins avec Sarkozy, a repris ce discours-là, Attal est à fond là-dedans, et c'est la base du discours réactionnaire. Pourquoi? Parce que quand tu dis une crise d'autorité, qu'est-ce qu'il te faut juste après? Ben, il faut un chef qui rétablit cette autorité. Donc il faut obéissance au chef. Et si possible, un chef qui soit un mâle. Parce que le chef, c'est quand même, voilà, enfin, pour rien de tel qu'un homme pour réinstaurer l'ordre et l'autorité. Et s'il le faut, il faut moins de contre-pouvoirs, parce que les contre-pouvoirs, quand même, empêchent le chef de cheffer. Et c'est dès qu'on entend crise d'autorité, on sait tout de suite que derrière, c'est le discours conservateur réactionnaire. Et nous, en face, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on a tous les chiffres pour prouver qu'on n'est pas dans une crise d'autorité. On est inaudible. On ne défend pas nos valeurs. Nous, nos valeurs, c'est quoi? C'est pas liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est des principes qui sont issus de nos valeurs. Nos valeurs, c'est notre capacité à se mettre à la place des autres et à ressentir ce qu'ils ressentent. Je dis toujours, notre valeur socle, nous, progressistes, c'est l'empathie. C'est par notre force d'empathie que nous avons fait militer les générations féministes avant que Valéry Giscard d'Estaing le prenne. Le combat pour l'avortement. C'est notre capacité à nous mettre à la place des autres, à ressentir ce que les plus faibles ressentent. C'est par notre capacité d'empathie que les penseurs de la Révolution ont mené ce combat pour l'égalité de pensée et l'égale dignité de tous les êtres humains. Et je pense que si l'on veut réarmer nos valeurs, il faut reparler de choses simples. Et il faut reconstruire ce grand récit à partir de ce qui nous sommes, de nos valeurs ADN en fait. Et l'autre travers des progressistes, c'est la raison. On est persuadé que la raison, c'est la valeur suprême, et la raison, on l'entend comme la raison cartésienne. Tu sais, il faut donner les chiffres, il faut éclairer notre propos avec plein de faits, et plus on éclairera les gens avec des chiffres et des faits, plus ils comprendront où sont leurs intérêts, plus ils voteront pour nous. Et on ne comprend pas pourquoi on leur donne tous les chiffres, et finalement ils finissent par voter. Parce que notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. On a peur des émotions.
Et on dit attention, les émotions sont mauvaises conseillères. C'est faux, on est tous motivés par les émotions. Et heureusement, on est indigné par la peine de mort, on est indigné par les injustices. Et c'est ça qui fait qu'on peut raisonner et s'engager dans les combats. Les gens qui sont incapables de ressentir des émotions, et ça arrive, c'est une maladie cognitive, sont incapables de former des raisonnements. Et donc, il faut aussi qu'on arrête avec ce mythe de la raison contre les émotions. Il y a des émotions justes, des émotions saines qu'on doit réutiliser pour reconstruire notre grand récit. Parce qu'en ce moment, ce sont les émotions négatives qui gagnent. La peur. Quand tu fais peur aux gens, la première chose qu'ils vont chercher, c'est la protection d'un chef fort. Et donc, c'est ce combat culturel-là qu'on doit mener. Voilà. J'étais un peu longue et c'est un sujet qui me... Jean-Michel Destet. Tu veux répondre sur la GPA? La deuxième question. Alors, pour la GPA, effectivement, j'ai vu passer quelques personnes qui disent qu'effectivement, on peut faire une GPA éthique. Non. J'ai pas fini. Moi, j'estime qu'à titre personnel, une GPA éthique n'existe pas. Et puis, ce qui me gêne surtout, c'est que je ne vois pas comment décider du corps d'une femme à sa place, le plus souvent, peut être éthique. C'est simple, hein. Après, peut-être qu'il y a un cas sur je ne sais pas combien de millions où vous avez une sœur qui, parce qu'elle veut donner la possibilité à à quelqu'un de sa famille d'avoir un enfant. C'est encore autre chose. Mais je ne pense pas qu'en termes de principe clair, qu'on puisse dire qu'il y a une GPA éthique. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Après, il l'a clairement dit, c'est à titre personnel, c'est pas la position ni du groupe, ni du parti, c'est sa position. Je suis d'accord avec toi, effectivement, le 8 mars, c'était peut-être pas le meilleur jour par un homme, c'est pas le truc le plus... Mais il y a des femmes aussi qui... Moi, j'ai vu des femmes aussi dire qu'elles trouvaient qu'il y avait la possibilité de faire une GPA éthique. Je rebondis juste sur le fait que tu dis que les plus réels, ce sont les jeunes. Dans le civique, comme je viens de le dire, ça fait 25 ans que je suis prof en lycée professionnel. Et je peux t'assurer qu'effectivement, les moins progressistes, ce sont nos ados. Non, mais c'est vrai. Moi, je passe pour une vieille, en fait, finalement, pas progressiste, mais limite, j'ai l'impression d'être dans les années 70 et que je suis un peu une espèce du baba cool révolutionnaire, alors que c'est des choses simples. Et quand on voit même le rapport qui s'installe entre un garçon et une fille, quand ils sont juste en couple, parce qu'on parle de violence conjugale, de violence, il y a aussi des violences quand c'est juste le petit copain qui vous flique et qui vous dit à telle heure t'as intérêt à être chez toi, je vais t'appeler pour être sûr que t'es rentré, etc., etc. Et puis il y a aussi un dogme religieux beaucoup plus important chez les jeunes filles aujourd'hui qui ont entre 14 et 18 ans, que ma génération, je vais en avoir 50, j'ai l'impression qu'on a une sorte de marche arrière toute, c'est-à-dire que tout ce pourquoi nous sommes battus, ma génération, parce que nous étions les filles de ces parents qui étaient arrivés dans fin des années 60, début des années 70, avec cette biculturalité où il fallait expliquer que oui, il fallait qu'on puisse choisir notre mari, oui, il fallait faire des études, etc. Toutes ces choses qu'on a gagnées petit à petit, ma génération, quand je vois certaines des jeunes filles qui sont par exemple voilées alors que leur propre mère ou ma génération ne le sont pas, je me dis, il y a un truc qu'on a loupé. Parce que même dans les pays d'origine, ils sont moins rigoristes. Donc je crois qu'il y a un mouvement de notre jeunesse aujourd'hui qui est très conservatrice. Et là où je rejoins totalement Aïda, c'est que si on n'est pas en capacité de parler au cœur des gens, si on n'est pas en capacité de comprendre ce qu'ils ressentent, eh bien on passera à côté. Parce qu'on passe pour des intellos, pour des gens qui sont à côté de ce qu'eux vivent, mais qu'on ne comprend pas. On peut penser ce qu'on veut de la stratégie aider les filles et du Rassemblement national, mais eux, ils parlent aux émotions des gens, et c'est pour ça qu'ils arrivent à les capter. Parce que les gens se sentent compris. Quand nous, on sera en capacité d'aller discuter avec eux, de dire, moi je comprends ce que vous vivez, et voilà,
expressément ce que moi je propose pour justement répondre à vos peurs, à vos angoisses, mais aussi pour vous redonner de l'espoir, et bien là on arrivera à récupérer notamment la jeunesse. Quand vous discutez avec la jeunesse, ils ont des rêves simples. Ils veulent bosser, ils veulent une jolie maison, ils veulent une belle vie, ils rêvent pas. Après, ouais, il y a les influenceurs, les TikTokers, etc. Ça, c'est un fléau sans nom. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut absolument qu'on soit en capacité de reparler aux gens concrètement du quotidien. Faire des belles théories sur comment on va faire machin, tout le monde s'en fout. Je suis désolée de le dire aussi prosaïquement, mais tout le monde s'en fout. Si vous n'êtes pas en capacité, pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, les socialistes arrivent à toucher les gens? C'est au niveau, à l'échelon communal. C'est parce qu'ils vous connaissent, ils vous voient, ils discutent avec vous. Et je pense qu'il y a aussi ce mouvement-là à faire, de se dire, qu'est-ce qu'on est en capacité d'apporter? Quel modèle de société? Et quels sont effectivement les nouveaux cadres qu'on pourrait donner? Moi, je veux bien répondre sur la GPA, c'est ça. Donc moi, j'y suis défavorable. Et en plus, dedans, il y a une dimension totalement sociale, puisque je rappelle, c'est de l'argent des plus riches qui achètent des corps des femmes les plus pauvres. Et donc c'est ça le vrai sujet qu'il y a aussi dans la GPA qu'il faut... Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, comme ça j'en profite, sur aussi les femmes dans la politique. Moi, je peux vous parler d'une expérience qu'on a fait dans le Val d'Oise. Dans ce débat. Sur les législatives, avant que vous voulez sa parole, sur les législatives des dernières, en 2022, on a fait une démarche qui était totalement différente de ce qu'on fait par ailleurs ici, partout en France. C'est qu'on a organisé les 10 circonscriptions du Val d'Oise de la plus gagnable à la moins gagnable. Et on a fait ça dans un collectif, on va dire, partage de la fédération, et on a organisé, on a donc comme ça classifié. On a identifié 4 circonscriptions gagnables et 6 d'avenir. Sous-entend dire, parce que, non mais quand on dit d'avenir, c'est parce que, non, parce que, ce que je veux dire par là, pour être totalement précis, parce que je vois que les Iraniens sont taquins, ils ont les deux expressions en stéréo, mais je vais les avoir, parce que le Kabyle est plus, c'est plus coriace. Moi aussi, je pensais, je suis dans le bon en Valoise. Quand je reçois des messages rentrés chez vous, quand je fais de la télé, et je leur dis, bah, moi c'est au Bob, ça va pas être très loin. Voilà, mais toi c'est loin, on pourra te accompagner. Mais donc quand je dis d'avenir, c'est parce qu'on considère qu'elle n'est pas gagnable, mais pour autant il y a des enjeux de préparer une municipale, préparer une départementale, et ça vaut le coup de mettre en piste des gens qui vont gagner après. Et dans les 4, habituellement on aurait mis les hommes et puis les autres. Et bien là, dans le Val d'Oise, on a mis 2 femmes, 2 hommes dans les 4. On a fait la parité par bloc. Gagnant 2-2. Et sur les 6, on a fait 3-3. Bon, après, il y a arrivé la NUPES qui nous a viré tout. Et ils ont mis 4 hommes. Ils ont mis 4 hommes d'ailleurs, la NUPES, là, pareil, les filles d'ailleurs, parce que c'est les filles dans la base, parce qu'on n'a pas été défendus. Et résultat des courses, 4 élections. C'est-à-dire concrètement, on aurait pu avoir 2 femmes, 2 hommes. Donc je pense que ça aussi, c'est une pratique intéressante parce que il faut effectivement qu'on ait la parité femmes-hommes, il faut aussi la parité aussi sur les questions sociales, parce que c'est aussi le problème du partialisme, c'est que la partie ouvrière, en tout cas classe moyenne, classe populaire, c'est très très dur aussi, c'est un bon combat. Et je pense qu'aussi, ma responsabilité, moi en tant que responsable politique d'un parti dans le département, c'était de porter cela. Et je souhaite, moi j'aimerais bien qu'on fasse ça partout en France. Et d'ailleurs on a déposé dans le Val d'Oise un amendement quand on a fait une convention sur les femmes pour que ce processus-là soit appliqué partout. La réponse a été non, vous inquiétez pas, c'est national qui sera tout seul des circonscriptions hommes ou femmes. Je suis totalement opposé à cette conception. Parce que je pense que c'est surtout n'importe quoi. Je pense qu'il faut aussi porter ce modèle-là qui est, c'est aux organisations politiques d'assumer, et notamment si on prend le cas par département, de dire on fait ce classement-là, on y met à chaque fois de la parité par bloc, gagnable, pas gagnable, et je pense que là, comme ça, on fera un réel progrès dans la parité, en y ajoutant la dimension, je l'ai dit, sociale. Bon, moi, je voulais compléter un petit peu ce qu'on avait dit à propos des jeunes. Alors, en fait, il se trouve que, d'une part, je suis sage-femme, d'autre part, je fais partie d'un chat de santé sexuelle, de prévention sexuelle, et il faudrait, tout comme pour les serviettes hygiéniques qui ne sont pas dans les lycées, tout comme les capotes ne sont pas dans les lycées, eh bien, il faudrait qu'il y ait vraiment des cours d'éducation sexuelle. Je passe mon temps, moi, sur le chat, et Michel peut dire que j'ai mis dans mon téléphone tout le temps,
corriger tout, parce que pourquoi les garçons ne sont pas progressistes? Parce qu'ils ne sont pas du tout informés. Par conséquent, ils sont des mecs. Point. Pourquoi ils sont tout violents avec leurs nanas? Parce qu'elles obéissent tout le temps. C'est extraordinaire, je passe mon temps à avoir une phrase qui est tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Tu n'aimes pas, tu fais pas. Tu ne veux pas, tu dis non. Voilà. Parce que c'est ça, à partir du moment où on commencera à faire une vraie éducation, eh bien à ce moment-là, on va avoir des jeunes qui vont être beaucoup moins réacs. Parce que je suis d'accord, ils sont réacs. Ils sont réacs parce que personne ne les éduque. Absolument. Et moi, je voudrais repartir de cette histoire d'apartheid. Je suis, en effet, c'est très bien l'apartheid, mais vraiment de genre. Parce que le sexe, c'est que garçon-fille. Et vous savez que de plus en plus, il y a des problèmes de genre, des transgenres, etc. Et que ceux-là doivent être pris. Et les homosexuels, dans beaucoup de pays, sont extrêmement... Il y a encore quelques pays où ils sont pendus quand même. Hein. Voilà. Et en Iran, voilà. Et donc, je pense que ça doit être pas sexe, mais que ça doit être un apartheid de genre. Donc on met tout le monde dans cet apartheid. On n'arrive plus à lire la réalité. Cette réalité, on n'arrête pas de dire qu'elle est complexe, qu'il se passe toujours quelque chose, que puis on va se muscler les pouces avec nos smartphones, et puis je sais pas quoi, enfin bref, on est paumé. Et moi je dis, on n'est pas paumé parce que la technologie a bougé, on est paumé parce que les dominants ont organisé et la technologie, et les armées, et les gardiens de la révolution, et tous les éléments que l'on voit et dont on a parlé toute la soirée, c'est quelque chose qui est fait avec préméditation. Et je trouve que c'est cette lecture-là, enfin, après, on peut se dire, mais pourquoi on en arrive là? Mais parce qu'ils sont meilleurs que nous, comme tu l'as dit. Ils sont meilleurs que nous, y compris dans le vocabulaire. Ils ont été chercher les mots, ils les ont changés, et ils ont fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils ont parlé aux émotions, ils les ont synthétisés dans des mots, ils ont utilisé les techniques marketing de l'après-guerre pour monter leur volonté, là où, nous amener là où on voulait aller. Je me souviens d'une phrase qu'on m'avait dite un jour, si tu ne sais pas ce que tu veux faire demain, il y en a d'autres qui vont savoir le faire pour toi. Et cette chose-là, on l'a perdue, et je trouve que ce serait bien qu'on se remette à parler simplement, avec des mots. Alors je suis d'accord, hein, c'est pas... Après, mais dominant, dominé, quoi. Les milliardaires d'un côté, les autres de l'autre. Et pardon, mais je n'arrive plus à voir la réalité autrement, maintenant, depuis que cette chose-là m'est rentrée dans la tête. Alors, moi, je vais me permettre de te répondre que ça, c'est la suite de notre échange, mais... je vais essayer, pas de conclure, mais en tout cas de faire un peu la synthèse de ce qui a été dit. Moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'une partie des gens adhèrent, une partie souvent significative des gens adhèrent à ce discours? Et c'est ce que tu soulignais. Et oui, comment une partie des jeunes s'enfonce dans une pensée qu'on peut qualifier de réactionnaire. Je vais partir des images qu'on a vues. C'était une facette de l'Iran. Des femmes, on va dire, habillées à l'occidental pour faire vivre, enfin, en tout cas, qui avait l'air émancipé, un pays qui a donné tous les aspects de la modernité. C'était une modernité construite et voulue par le Shah. Mais derrière, le Shah avait une police secrète extrêmement sévère, parmi les plus terribles, la Savak. Les prisons étaient remplies de prisonniers politiques. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui ont fait de la prison sous le Shah et sous Khomeini. C'était un régime qui faisait monter les inégalités à vitesse grand V. Et le point d'orgue, ça a été, et je pense que les plus anciens d'entre vous l'ont vu, moi je n'étais pas encore née, mais le couronnement, le sacre du Shah qu'il avait organisé à Persépolis, pour les Iraniens, ça a été quelque chose d'absolument terrible. Enfin, je veux dire, cet étalage de luxe inouï, alors que le peuple vraiment crevait de faim. Et en même temps, comme l'a dit Lubot, c'était aussi la montée de... Puisqu'il laissait les femmes aller à l'université, le début de la prise de conscience et le début aussi de cette nouvelle classe moyenne qui commençait à être instruite. Et
Khomeini est arrivé là-dessus. Au début, toute la population iranienne, ça allait des communistes, les plus anarchistes jusqu'aux religieux, soutenaient Khomeini parce qu'ils y voyaient là un sauveur. Et en fait, c'est ça que ça doit nous interroger. Le culte du sauveur, celui qui vient vous expliquer qu'il faut faire ci, faire ça, et suivez-moi, je vais vous montrer le chemin, c'est le début des problèmes. Et ceux qui se posent comme sauveur et qui ont cette grille de lecture dominant-dominé, ça sera le même problème à la fin. Le problème, c'est pas de dire l'élite contre le peuple et suivez-moi, je connais la réponse, je vais vous emmener. Le problème, c'est de construire une société tous ensemble et de refuser absolument, viscéralement, ce mythe du sauveur qui va nous montrer le chemin et qui saura mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ça, c'est le début de la fin. Moi, je pense qu'une autre grille de lecture est possible. Et ça rejoint ce que tu disais. C'est ce que tu décrivais là en tant qu'infirmière. C'est la notion de... Sage-femme, excuse-moi. Oui, tu l'as toujours avec quel beau métier en plus. C'est la notion de consentement. L'éducation au consentement, c'est le contraire de l'éducation à l'obéissance. Pourquoi ? Parce que quand on apprend le consentement à nos enfants, on leur apprend à être attentif à ce que veut l'autre. C'est la fameuse empathie. Le consentement, et c'est pour ça que je remercie les féministes de mener ces combats culturels, mais inouïs, sur lesquels on devrait nous s'arrimer, nous les socialistes. On devrait vivre dans une société du consentement. C'est ce que Macron est en train de détruire, le consentement du peuple. Il dit, c'est comme ça, vous ne voulez pas la réforme des retraites, mais c'est pas grave, je vais la faire quand même, j'ai raison contre tout le monde. Vous ne voulez pas, alors l'éducation nationale, vous ne voulez pas des groupes de niveau, c'est pas grave, je vais le faire quand même, parce que j'ai raison contre les syndicats. C'est la fameuse société de Rocard, la société du contrat, mais ça on l'a complètement oublié. Je pense que c'est pas la lecture dominant-dominée qu'il faut avoir, parce que ça, si on adopte cette grille de lecture-là, on peut demain se mettre derrière un chef et dire, écoutez, suivez-moi, moi je vous abatte tous les dominants et je vais faire triompher le règne des dominés. C'est le début du problème. Je ne dis pas que c'est une lecture à rejeter, mais attention à ceux qui la portent. Les élites contre le peuple, ce n'est pas le problème. Je rappelle que Marx faisait partie des élites. C'est un de ceux qui a le plus fait pour délivrer le peuple. Je pense que la question, c'est quel type de société, dans quel type de société on veut vivre, et c'est cette société-là qu'il faut défendre. Une société où chacun soit reconnu pour ce qu'il est, où le consentement soit le centre de tout, où on écoute les plus faibles. Et je veux juste dire un mot là-dessus. Moi, chaque fois que j'entends droit à l'enfant, je pense où sont les droits de l'enfant. Parce que ceux qui défendent le droit à avoir un enfant, souvent, ça se fait au détriment des droits des enfants. Et ça, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on ne parle plus des droits des enfants, c'est l'état de droit aussi qui est attaqué. Donc, tu vois, moi, la lecture dominant-dominée, attention, parce que derrière, il y a toujours un sauveur qui vient porter cette parole. Je crois qu'on a un nouveau débat prévu bientôt. Cette fois-ci, ça sera à Gonflon. Sur les consentements. Mais tu viendras aussi. Il y a quand même la Benjamin de cette salle qui a demandé la parole. Et je pense qu'il faut lui laisser conclure parce que quand il y a des jeunes qui viennent et qui écoutent sagement, et on est tous très bavards, donc je pense qu'elle mérite pouvoir poser sa question et après on coupe pour le coup parce qu'il faut qu'on prenne un pot. Merci. Alors, c'était pas vraiment une question, c'était plus pour rebondir sur les cours d'éducation sexuelle. Donc j'ai 17 ans. Je suis en terminale et ces cours-là, on est censé en avoir plusieurs. J'en ai eu un en 4e. Et je trouve ça pas normal. Et aussi, je m'en rappelle, bien sûr, dans ce genre de cours, on est séparés entre filles et garçons. Nous, les filles, on a appris à comment prendre la pilule et comment brièvement on va accoucher. Les garçons ont parlé de pornographie et je trouve pas ça normal que nous, les filles, on est l'accouchement, on va parler de ça, que les hommes parlent de ce que les jeunes font en fait. Et donc je trouve que ce genre de cours sont inégalitaires et qu'il faudrait changer ça. Déjà, il faudrait qu'on les ait et ensuite il faudrait les changer. Voilà. Il faut qu'on vote socialiste pour avoir la majorité au conseil régional la prochaine fois. Camarades, merci à tous. Je pense que Rachid, qui nous accueille comme premier fédéral, peut clore la réunion, c'est la moindre des choses. Moi, je parle moins que... Non, d'abord, merci à la section, 2 sections, donc d'avoir organisé cela. Donc la prochaine fois, nous irons
Dans le 78, c'est pas un Tu vrai, délivrerais c'est les pas un vrai, visas. c'est pas un vrai département, mais bon, quand même. Ah ben. Non, par rapport au Valois, excusez-moi, le Valois c'est quand même beaucoup plus beau. Bon, mais c'est pas grave, on ira. Et donc, Je vais rester poli parce que je suis chez toi. et voilà, on est coupé, ouais, on est coupé. Voilà. Bon, non, merci encore une fois pour l'organisation de ce débat-là. Je trouve que c'était un débat de qualité. C'est Pierre qui a apporté beaucoup. Hein. Pierre aussi, voilà, merci. Et puis, bah, donc, on peut terminer par Femme, Vie, Liberté, avant d'aller boire un verre. Merci à vous. Les verres, on est là, puisqu'on est entre camarades, on va s'auto-servir. Les boissons sont dehors pour les groupes.